J'avais prévu de faire une surprise à mon frère, mais je me suis figé en voyant la voiture de ma femme garée là. J'ai su que quelque chose n'allait pas. Je me suis approché doucement de la fenêtre, et j'ai vu une scène qui a détruit tout ce que je croyais de mon mariage. Pour la première fois de ma vie, j'ai pensé à la vengeance. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Isidro Cabrera Montoya, et j'ai 52 ans. Je suis inspecteur des impôts depuis que j'ai réussi le concours de la fonction publique, à 27 ans, à une époque où les formulaires se remplissaient encore à la main, et où le chef de service fumait la pipe dans son bureau, sans que personne ne dise rien. J'ai passé plus de 2 décennies à examiner des déclarations, à détecter des irrégularités, à chercher le fil qui ne colle pas dans une pile de chiffres, que quelqu'un a soigneusement arrangé pour qu'elle paraisse parfaite. Ce travail m'a appris quelque chose, sur lequel je reviendrai plus tard, les schémas laissent toujours une trace, même si celui qui les crée pense le contraire. J'ai épousé Begona Salcedo Prada en octobre 2001. Nous avions 3 ans de différence, elle en a 49 maintenant, moi 52. Et quand nous nous sommes rencontrés lors d'un dîner de collègues de travail, je vivais seul depuis 6 mois, dans un appartement en location qui sentait la peinture fraîche et le silence. Begona était administratrice dans une clinique dentaire du centre-ville. C'était une femme concrète, aux gestes exacts, et très peu de mots superflus. Elle n'était pas du genre à faire de grandes promesses, elle était du genre à se présenter quand elle disait qu'elle le ferait. À ce moment de ma vie, c'était la chose la plus proche de ce dont j'avais besoin. Nous nous sommes mariés sans complications. Une petite cérémonie à la mairie, un repas dans un restaurant familial, et Oscar comme témoin. Toujours Oscar. Mon frère, Oscar Cabrera Montoya, a 47 ans, 5 ans de moins que moi. Depuis que nous étions enfants, nous étions ceux qui se comprenaient sans trop s'expliquer. Quand mon père a perdu son emploi au début des années 90, et que le silence à la maison était du genre lourd, Oscar et moi avions un code, si l'un de nous entrait dans le couloir et donnait 2 coups légers sur le mur, l'autre savait qu'il fallait baisser la voix, et ne pas poser de questions. C'est comme ça que nous avons grandi, avec ce genre de complicité qui ne s'apprend pas, qui existe simplement parce que la vie vous la met devant vous dès le début, et que vous vous habituez à ce qu'elle soit là. Quand il a eu 36 ans, Oscar a voulu monter sa propre entreprise de rénovation. Il avait l'expérience, il avait la clientèle, il avait la tête pour les affaires. Ce qu'il n'avait pas, c'était la garantie que les banques exigeaient pour le prêt initial. Et j'ai signé, sans hésiter. Je suis allé chez le notaire, j'ai examiné chaque clause avec le soin de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il signe, et j'ai mis mon nom comme garant. Parce que c'était mon frère, et parce que depuis 30 ans, il était l'homme en qui j'avais le plus confiance au monde. Ma signature était sous son entreprise depuis 11 ans, quand cet après-midi-là, je me suis garé devant sa maison, et que j'ai vu la voiture de Begona. Mais je n'en suis pas encore là. Laissez-moi vous dire comment était la vie avant, car j'ai besoin que vous sentiez le poids de ce que j'avais construit, pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est effondré. Notre routine avait la solidité de quelque chose qui tient debout tout seul, parce qu'il est debout depuis des années. Le dimanche matin, Begona préparait le café pendant que je lisais le journal à la table de la cuisine. Nous ne parlions pas beaucoup à ces heures-là, nous n'en avions pas besoin. Il y avait quelque chose de confortable dans ce silence, le genre de silence qui n'existe qu'entre 2 personnes qui sont ensemble depuis longtemps, et qui n'ont plus besoin de remplir l'air de mots pour savoir que l'autre est là. Nous passions toujours nos vacances d'août à Santona, dans le même appartement que nous louions depuis 2004, avec les mêmes vues sur le port, et la même odeur de salpêtre qui entrait par les fenêtres. Begona disait qu'elle s'ennuyait d'aller toujours au même endroit, mais chaque année, quand la date de renouvellement de la réservation approchait, elle payait avant même que je ne puisse ouvrir la page. Oscar se présentait à la maison sans prévenir, ce qui était sa façon de prévenir. Il sonnait 2 fois de suite, un code hérité de l'époque où nous partagions un appartement, et montait avec quelque chose à la main. Une bière, un dessert de la pâtisserie d'en bas, ou simplement les mains vides et l'envie de s'asseoir et de parler de rien pendant 1 heure. Begona le recevait toujours bien. Elle lui mettait quelque chose sur la table, lui demandait des nouvelles du travail, l'écoutait avec cette attention tranquille qu'elle avait quand elle voulait paraître proche. Je le voyais comme ce que je pensais que c'était, ma famille, qui fonctionnait. Les 2 piliers qui me soutenaient, sur des côtés différents, mais fermes. Dans le tiroir de la table du couloir, entre les piles de rechange et le manuel de la télévision que je n'ai jamais relu, je gardais une copie de la clé de la maison des Oscars depuis 2009. Il me l'avait donnée lui-même quand il a emménagé, avec la naturalité de quelqu'un qui n'y pense pas trop.
Pour tout ce dont tu as besoin, m'avait-il dit. Et je l'ai gardé là, sans plus de cérémonie, car entre nous, ce genre de geste ne nécessitait pas d'explication. Un jour, sans que personne ne le dise à voix haute, cette clé a disparu. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Je l'ai vue une fois en cherchant quelque chose dans le tiroir, et quelques mois plus tard, elle n'y était plus. J'ai mis ça sur le compte du désordre, qu'elle était tombée derrière le meuble, que peut-être je l'avais sortie moi-même sans m'en souvenir. Je n'y ai pas plus pensé. J'aurais dû. Il y a eu un autre détail que j'ai classé sans le nommer. Un samedi après-midi, Oscar était venu déjeuner, et en partant, il avait oublié sa veste sur la chaise du hall. Une veste gris foncé, en tissu épais, du genre que les hommes de notre génération portent en automne, sans trop se soucier de savoir si elle s'accorde avec quoi que ce soit. Je l'ai appelé pour le lui faire savoir, il m'a dit qu'il n'était pas pressé, qu'il la récupérerait quand il pourrait. Mais quand je suis rentré à la maison 2 jours plus tard, la veste avait disparu. J'ai demandé à Begona, elle m'a dit qu'elle l'avait trouvée en sortant, et qu'elle l'avait emportée à Oscar en allant à la clinique. Il n'y avait pas de mystère, a-t-elle dit avec son calme habituel, je ne voulais juste pas qu'elle reste là à traîner. Je l'ai cru, bien sûr que je l'ai cru. C'était une explication si raisonnable que je ne me suis même pas arrêté pour penser si la clinique était dans la direction opposée de la maison des Oscar. Ce qui était le cas. C'était il y a un peu plus d'1 an. Il y a une dernière chose que je dois vous dire avant d'en arriver à cet après-midi, et c'est quelque chose que Begona a dit dans une conversation qui, à l'époque, m'a semblé complètement ordinaire. Nous dînions un soir de semaine, rien de spécial, et elle parlait d'une collègue qui traversait une période difficile avec son partenaire. Elle a dit que ce qui fait le plus mal quand les choses tournent mal, c'est de découvrir qui est vraiment là pour vous quand vous en avez besoin, et qui n'était que de passage. Et elle a dit, avec cette voix calme qu'elle utilisait pour tout, les gens qui sont vraiment là, on ne les oublie jamais. J'ai hoché la tête, et j'ai continué à manger. Je n'ai compris que bien plus tard, à qui elle s'adressait vraiment. Donc, c'était moi, Isidro Cabrera Montoya. 52 ans, 23 ans de mariage, inspecteur des impôts, garant de son frère depuis 11 ans. Un homme aux routines fermes, et au silence qu'il croyait confortable. Un homme qui, ce jeudi après-midi, portait dans sa mallette une enveloppe scellée, avec la meilleure nouvelle qu'il ait eue depuis longtemps. Il l'avait négociée en silence, pendant des mois. Une mutation à Madrid, un poste à plus grande responsabilité et de meilleure catégorie. Le genre de mouvement qu'on n'annonce pas avant d'avoir le papier en main, parce qu'il y a trop de choses qui peuvent mal tourner. Et quand la lettre d'acceptation est arrivée ce matin-là, la première personne à qui j'ai pensé n'était pas Begona, j'ai pensé à Oscar. Parce qu'il y a des années, alors que je doutais de postuler à ce concours de mutation, c'est lui qui m'a dit que ce serait une erreur de ne pas essayer, que ces opportunités, quand on ne les tente pas, restent coincées en vous. Je voulais qu'il soit le premier à le savoir, avant tout le monde, même avant ma propre femme. Alors j'ai quitté le travail, j'ai mis l'enveloppe sur le siège passager, et j'ai conduit jusqu'à sa maison, sans le prévenir. J'allais sonner, le voir ouvrir la porte, et lui donner cette nouvelle qui était en partie la sienne, aussi. Mais je n'ai pas eu le temps de sonner. Quand je me suis garé et que j'ai vu la voiture de Begona contre le mur, le moteur froid, j'ai pensé pendant exactement 3 secondes qu'il y aurait une explication logique. Qu'elle était passée pour une raison quelconque, que peut-être Oscar avait besoin d'aide pour quelque chose, et qu'elle y était allée. Ces 3 secondes ont été les dernières, pendant lesquelles j'ai encore pu choisir de ne pas savoir. J'ai fait le tour de la maison, j'ai atteint la fenêtre du salon. Je me suis approché lentement, sans faire de bruit sur le gravier sur le côté. J'ai vu mon propre reflet dans la vitre, avant de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Le visage d'un homme de 52 ans, une enveloppe à la main, qui ne savait pas encore que sa vie était sur le point d'être coupée en 2. Et puis j'ai vu ce qu'il y avait de l'autre côté. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai vu, pas encore. Non pas parce que je veux vous faire attendre, mais parce que si je vous le dis maintenant, sans que vous ne connaissiez le poids réel de ces 23 ans, sans que vous ne compreniez ce que signifiait chaque signature, chaque dimanche, chaque clé gardée dans ce tiroir, vous ne pourrez pas ressentir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai besoin que vous y arriviez avec le contexte complet. Je suis retourné à la voiture. Je me suis assis. J'ai mis l'enveloppe sur mes genoux, les 2 mains dessus, comme si je pouvais protéger quelque chose qui n'avait plus aucun sens à protéger, et j'ai fixé l'asphalte jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Le dossier qu'il avait sur son bureau ce lundi matin était un des plus compliqués.
une entreprise de distribution qui déclarait des pertes depuis 4 années consécutives, pendant que le propriétaire achetait des propriétés en espèces. Isidro connaissait ce schéma par cœur, il l'avait vu des dizaines de fois en plus de 25 ans de carrière. Et il savait que derrière chaque chiffre qui ne collait pas, il y avait toujours une décision que quelqu'un avait prise, en croyant que personne ne remarquerait. Cette certitude, que les chiffres finissent toujours par dire la vérité, même si celui qui les a écrits a tout fait pour l'éviter, était la chose la plus proche qu'il ait d'une conviction permanente. Il est entré au Trésor en 1997, à 27 ans, avec un costume d'occasion un peu juste aux épaules. Il avait préparé le concours dans l'appartement de ses parents à Valladolid, sur une table que sa mère avait dégagée dans la buanderie pour qu'il ait de l'espace. 3 ans de préparation, 2 tentatives ratées, et à la 3e, un poste à la délégation de Burgos que personne ne voulait, parce qu'il était à 140 km de chez lui. Il l'a accepté sans hésiter. Son père lui a serré la main ce soir-là, avec la fermeté qu'il réservait au moment qui n'admettait plus de mots, et sa mère lui a préparé une omelette aux pommes de terre si grande qu'il n'a pas pu la finir. Oscar avait 22 ans à l'époque, il terminait sa 2e année de formation professionnelle en construction, et parlait déjà de monter sa propre entreprise dès qu'il aurait assez d'expérience. Il était de ceux qui planifient sans carte, la tête pleine de projets qui mettaient parfois une décennie à se concrétiser, mais qui fonctionnaient presque toujours. Ce soir-là, celui du costume serré et de l'omelette, alors que ses parents s'étaient déjà retirés, Oscar est resté avec Isidro dans la cuisine jusqu'à l'aube. Il lui a dit qu'il allait être l'inspecteur le plus gênant du pays, celui qui empêche les gens qui cachent de l'argent de dormir tranquille. Et Isidro a ri, non pas parce que ça lui semblait une exagération, mais parce que son frère avait cette capacité exacte de dire ce dont on avait besoin d'entendre, au moment précis. Cela s'est passé en 1997. 17 ans avant qu'Isidro ne mette sa signature comme garant pour l'entreprise des Oscars, 21 ans avant que tout ce que je vous raconte ne commence. Il a passé les premières années à Burgos, seul, dans un studio avec un chauffage au gaz qui mettait 20 minutes à chauffer la pièce, et une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure d'un immeuble où un voisin du 3e jouait du saxophone le vendredi soir. Ce n'était pas une vie brillante, mais c'était la sienne. Il arrivait au bureau avant tout le monde, et partait après tout le monde. Ses collègues le taquinaient pour ça, avec ce mélange d'affection et d'ironie qu'on utilise dans les administrations publiques pour ceux qui prennent le travail trop au sérieux. Ils le prenaient sans se défendre, parce qu'au fond, ils savaient qu'ils avaient raison. C'est lors d'un dîner de fin d'année de la délégation, en décembre 2000, que Begona est apparu. Pas au dîner lui-même, mais avant, au vestiaire du restaurant, alors qu'ils attendaient tous les deux qu'on leur rende leur manteau en même temps. Elle portait un manteau bleu marine avec des boutons en os, et Isidro l'a remarqué parce que sa mère en avait un similaire. Ce n'était pas une observation poétique, c'était simplement ce qu'il avait vu. Begona l'a regardé, avec ce calme direct qu'elle avait pour regarder les choses, et a dit « Vous êtes celui du trésor qui ne sort jamais fumer ». Il a répondu qu'il ne fumait pas. Elle a hoché la tête, comme si elle le savait déjà. « Ça se voit », a-t-elle dit. Ce n'était pas un début particulièrement élaboré, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Begona disait les choses, sans fioriture ni détour, qu'il a trouvé plus intéressant que n'importe quelle conversation soignée qu'il ait eue au cours des 3 dernières années. Ils se sont vus cette même semaine, puis à nouveau. Et sans que l'un ou l'autre ne l'annonce en parole, quand le printemps est arrivé, il était clair qu'il y avait quelque chose qui valait la peine de continuer. Oscar l'a rencontré à Pâques 2001, quand Isidro l'a emmené à Valladolid pour la première fois. Ils ont déjeuné chez ses parents. Du cocido, du pain de village, et un ribradel d'uro que son père gardait pour les visites qui le justifiaient. Oscar est arrivé en retard, comme toujours, sa veste tachée de plâtre du chantier où il était ce mois-là, et s'est excusé avec cette naturalité qui lui était propre, et qui rendait les excuses simples. Begona n'a pas été gênée. Elle a écouté les 2 frères parler pendant toute la conversation d'après-dîner, avec cette attention observatrice qu'elle avait. Et sur le chemin du retour, dans la voiture, elle a dit à Isidro que son frère était de ceux qui remplissent l'espace sans s'en rendre compte. Isidro a mis un moment à comprendre si c'était un compliment ou non. Finalement, il a conclu que c'était probablement les deux. Ils se sont mariés en octobre 2001, à la mairie de Burgos. 23 invités, un repas qui a duré 4 heures de plus que prévu, parce que le père d'Isidro avait tendance à prolonger les toasts. Oscar était le témoin, et a parlé pendant 8 minutes, avec un papier plié qu'il n'a jamais regardé une seule fois. Sur ce que cela signifiait de voir son frère cesser d'être l'homme du studio au chauffage lent, pour devenir quelqu'un qui avait quelqu'un.
Ce n'était pas un discours sur l'amour en général, c'était un discours sur Isidro, spécifique et reconnaissable. Et il y a eu un instant où Isidro a eu du mal à garder son sang-froid, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que son frère l'ait observé avec autant d'attention, pendant toutes ces années. Begona lui a serré la main sous la table, sans rien dire. Les années qui ont suivi ont été celles de la construction, lentement. Une mutation à Valladolid en 2003, qui a raccourci les distances avec la famille. L'appartement de la cale Miguel Iscar en 2005, avec une hypothèque qui semblait raisonnable à Isidro et légèrement ambitieuse à Begona, bien qu'il n'ait jamais été un mois en retard sur le paiement. Les vacances d'août à Santona, toujours dans le même appartement depuis 2004, avec vue sur le port et l'odeur de salpêtre qui entrait par les fissures. Begona disait qu'elle s'ennuyait d'aller toujours au même endroit, mais chaque année, quand la date de renouvellement de la réservation approchait, c'est elle qui payait avant même qu'Isidro n'ouvre la page. Il y a un moment précis de ces années qu'Isidro a gardé sans l'avoir voulu. Un de ceux qui émergent des années plus tard, parce qu'ils ont compté en silence. Un soir de décembre 2001, quelques semaines après le mariage, la voiture est tombée en panne sur la nationale en direction de Valladolid. Et ils ont attendu près de 2 heures sur le bord de la route que la dépanneuse arrive. Il faisait froid, et il n'y avait presque pas de circulation. Begona est sorti, s'est appuyé sur le capot, les bras croisés, et a commencé à inventer des noms de personnages de romans pour les camions qui passaient de temps en temps. Et Isidro a joué le jeu, pendant les 2 heures entières. Quand la dépanneuse est enfin arrivée, il riait depuis un moment de quelque chose qu'il était maintenant difficile de cerner. Ce souvenir lui reviendrait au moment le plus sombre de tout ce qui a suivi, sans qu'il ne l'appelle. Et ça lui ferait mal exactement pour cette raison, parce que c'était complètement réel. En 2014, Oscar travaillait à son compte depuis un certain temps, avec des contrats de taille moyenne, des rénovations d'appartements, des réhabilitations commerciales, quelques travaux pour des communautés de quartier. Il avait une bonne réputation et des clients fidèles, mais il voulait passer à l'étape supérieure, accéder à des chantiers de plus grande envergure. Pour cela, il avait besoin d'une ligne de crédit que la banque ne lui accorderait pas sans une garantie substantielle. Il a appelé Isidro un jeudi après-midi, non pas pour demander quelque chose directement, mais pour expliquer la situation, ce qui était sa façon de demander sans prononcer le mot. Et Isidro est allé chez le notaire 3 jours plus tard. Il a lu chaque clause 2 fois, comme il le faisait avec chaque document qui lui passait entre les mains, et a signé comme garant, avec la conviction tranquille de quelqu'un qui ne considère pas un risque, mais une certitude. Begona n'a rien dit quand il le lui a dit ce soir-là. Elle a hoché la tête, et a commenté qu'elle espérait que Oscar pourrait se passer de la garantie dès que l'entreprise serait établie. Isidro a pris cela comme de la prudence pratique. Avec le temps, il comprendrait que peut-être, à ce moment-là, elle calculait déjà quelque chose de différent. 11 ans, avec son nom, soutenant la structure juridique de l'entreprise de son frère. 11 ans, croyant que c'était exactement ce que font les frères quand ils se font vraiment confiance. Il y a eu un détail qu'à l'époque Isidro n'a relié à rien. Un samedi de novembre, Oscar était venu déjeuner, et en partant, il avait oublié sa veste sur la chaise du hall. Gris foncé, laine épaisse, du genre qui dure des décennies si on en prend soin. Isidro l'a appelé pour le lui faire savoir, Oscar a dit qu'il n'était pas pressé, qu'il la récupérerait quand il pourrait. Mais quand Isidro est rentré à la maison 2 jours plus tard, la chaise était vide. Il a demandé à Begona, elle a répondu sans lever les yeux de ce qu'elle faisait, je l'ai trouvée en sortant, et je la lui ai apportée pour la lui rendre. Ce n'était pas un problème. Isidro n'a pas répondu. La clinique était de l'autre côté de la ville par rapport à l'appartement des Oscar, mais peut-être qu'elle avait dû aller dans cette zone pour une autre raison. Il n'a pas demandé, il n'y avait aucune raison apparente de le faire. La veste était la même qu'il verrait, accrochée à la chaise de la maison de son frère, de l'autre côté de la fenêtre, ce jeudi après-midi. Dans le tiroir de la table du couloir, Isidro avait gardé le double de la clé de l'appartement des Oscar depuis 2009. Une clé argentée, de l'ancien genre, avec une petite encoche sur le côté, du genre qui a un certain poids dans la paume. Oscar la lui avait donnée quand il a emménagé, avec sa naturalité habituelle, pour tout ce dont tu as besoin. Il l'a vue pour la dernière fois au printemps de l'année dernière, en cherchant les piles de la télécommande. Il l'a reconnue, l'a laissée à sa place, et n'y a plus pensé. Des semaines plus tard, en ouvrant le tiroir pour une autre raison, elle n'y était plus. Il a fouillé tout le tiroir, a regardé sous le meuble, a vérifié d'autres coins sans résultat. Avec le temps, il a cessé de la chercher,
et l'a attribuée au désordre. Mais cette clé ne s'était pas perdue. Et celui qui l'avait à ce moment-là, allait et venait de la maison de son frère sans que personne ne le sache, sans que personne ne l'ait demandé, et sans que personne jusqu'alors n'ait remarqué qu'elle manquait. Isidro ne le savait pas encore, mais le tiroir vide était le premier fil de quelque chose qui, une fois commencé à se défaire, n'aurait pas de fin nette. Le vin des Oscars est presque vide. C'est Begona qui a parlé, sans lever les yeux de son assiette, avec la naturalité de quelqu'un qui donne une instruction domestique sur son propre territoire. Mais ce n'était pas sa maison, c'était un samedi soir, ils étaient à l'appartement de la cale Miguel Iscar, et ce qu'elle avait dit n'était pas étrange en soi. Ce qui était étrange était autre chose, que Oscar avait déjà la bouteille à la main avant qu'elle ne finisse sa phrase. Ce n'était pas un geste évidemment coordonné, ce n'était rien que quiconque à cette table aurait souligné. Et Isidro l'a vu du coin de l'œil, sans se retourner, pendant qu'il servait plus de pain dans la corbeille. Et il l'a stocké quelque part, dont il ne connaissait pas encore le nom. Son frère avait tendu la main vers la bouteille, avec le réflexe de quelqu'un qui sait ce qui va arriver à l'avance, pas comme quelqu'un qui réagit à une demande. C'était la différence entre un muscle entraîné, et une réponse spontanée. Et Oscar, qui n'avait jamais été particulièrement attentif à table, qui était plutôt du genre à finir son vin avant que quiconque ne lui ait rempli son verre, ce soir-là, il était attentif à Begona, avec une attention qui ne correspondait pas à son caractère habituel. Le dîner a été tranquille. Ils ont parlé du travail des Oscars, d'une rénovation dans un bâtiment du centre historique qui lui donnait plus de problèmes que prévu à cause d'une poutre qui s'était avérée porteuse, alors que le plan original disait qu'elle ne l'était pas. Ils ont parlé d'un documentaire que Begona avait vu cette semaine. Isidro a raconté quelque chose du bureau, un détail mineur d'une inspection qui s'était bien terminée, sans entrer dans des détails qui pourraient être ennuyeux. La conversation a coulé comme toujours, sans blanc gênant ni silence prolongé. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont ils se regardaient, quand l'autre parlait. Ce n'était pas un regard chargé d'intention, ou de messages codés. C'était simplement trop attentif, le genre d'attention que l'on prête quand on écoute quelqu'un qui nous importe plus que la situation ne le justifie. Isidro n'a rien dit. Il a servi le dessert, a débarrassé les verres, a fait les commentaires appropriés. Et quand Oscar est parti après minuit, l'a accompagné à l'ascenseur comme toujours, lui a donné une brève étreinte dans le couloir, et a attendu que les portes se ferment avant de rentrer à l'intérieur. Begona nettoyait déjà la cuisine, il a pris un chiffon et a commencé à sécher les verres sans rien dire. Au bout d'un moment, elle a commenté que Oscar semblait plus détendu ces derniers temps, que l'entreprise devait aller mieux. Isidro a accepté, a rangé les verres dans le placard, et est allé lire dans le salon. Cette nuit-là, il a mis plus de temps que d'habitude à s'endormir. Les jours qui ont suivi se sont passés sans incident apparent. Le travail absorbait la plupart de ses heures, le dossier de l'entreprise de distribution avançait, il y avait quelques audiences à préparer, et une réunion de coordination avec la délégation de Palencia qui a consommé toute une matinée d'un jeudi qui avait déjà commencé chargé. Isidro était ordonné dans ses routines, et cette semaine n'a pas été différente. Il arrivait, travaillait, rentrait à la maison, dînait, lisait un moment, dormait. Il n'a pas repensé au dîner du samedi, jusqu'au mardi suivant. C'était l'après-midi. Begona était arrivé avant lui, et était dans la cuisine en train de préparer quelque chose qui sentait le sofrito. Son téléphone était sur la table de la salle à manger, écran vers le haut, déverrouillé. Et Isidro, en passant à la recherche des lunettes qu'il avait laissées quelque part, et sans intention spécifique, son regard est tombé sur l'écran. Il y avait une notification de message. Le nom du contact qui apparaissait était « Rossio, Academy ». Ça n'aurait été rien, un nom, un contexte entre parenthèses, le genre d'étiquette que les gens utilisent pour distinguer deux personnes du même nom enregistrées dans leur contact. Isidro aurait continué à chercher ses lunettes sans plus de cérémonie, si ce qui s'est passé ensuite ne s'était pas passé. Begona est entré dans la salle à manger à ce moment-là, a vu son téléphone sur la table avec l'écran allumé, et l'a pris avec une rapidité qui n'était pas celle de quelqu'un qui va simplement à son mobile. La rapidité était d'un autre degré, la paume de sa main a couvert l'écran avant qu'elle ne se rende compte qu'Isidro regardait. Il y a eu une seconde d'immobilité. Puis Begona a dit, d'une voix parfaitement calibrée, « C'est que j'ai la luminosité trop forte, et ça me vide la batterie. » Isidro a levé les yeux de la table. Elle a soutenu son regard sans effort apparent. « Ce contact, a-t-il dit, sur un ton qui cherchait la neutralité la plus complète, Rossio, Academy, ce n'est pas celle qui t'a parlé du diététicien à l'automne ?
Begona a hoché la tête lentement. Oui, Rossio frère. Nous avons le même horaire de pilates le mardi. Maintenant, elle vient aussi le jeudi. Elle l'a dit sans pause, sans hésitation, avec le volume exact de quelqu'un qui répond à une question banale. Isidro a hoché la tête, et a de nouveau regardé la table, comme s'il cherchait à nouveau les lunettes. Je dois appeler l'opticien, a-t-il dit. Je crois que je les ai laissées là vendredi. Begona est retourné à la cuisine. Isidro a trouvé les lunettes 10 minutes plus tard, dans la poche intérieure de la veste qu'il avait accrochée dans le hall. Il n'était pas allé chez l'opticien le vendredi. Cette nuit-là, pendant que Begona dormait, Isidro est resté dans le salon, les lumières éteintes, un bon moment. Il n'y avait rien de concret qu'il puisse tenir dans ses mains. Un geste avec une bouteille de vin, une réponse trop préparée, un nom sur un téléphone qui pouvait être exactement ce qu'il semblait. N'importe quelle personne raisonnable aurait conclu qu'il n'y avait rien à voir. Mais Isidro avait passé plus de 2 décennies à examiner des documents, que quelqu'un avait préparés pour qu'ils aient l'air parfaitement raisonnables. Et il savait que la différence entre ce qui semble et ce qui est, se trouve rarement dans la grosse erreur. Elle est dans le détail en trop, dans l'explication qui vient avant que quiconque ne l'ait demandé, dans la vitesse d'une main qui couvre un écran. Ce n'était la preuve de rien, mais c'était suffisant pour que quelque chose en lui commence à prêter attention, d'une manière différente. 2 semaines plus tard, le deuxième signe est arrivé. Et celui-ci ne laissait aucune place à des interprétations rassurantes. Isidro était au bureau un vendredi matin, quand il a reçu un appel d'Oscar. Il était inhabituel qu'il appelle pendant les heures de travail, sans raison spécifique. Il a décroché, son frère a demandé s'ils pouvaient déjeuner ensemble, qu'il était dans le coin. Isidro a regardé son agenda, il avait une heure de libre à 14 heures, et ils se sont donné rendez-vous dans un bar qu'il connaissait depuis des années, près de la délégation. Un de ces endroits où l'on n'a pas besoin de lire le menu, parce qu'on commande toujours la même chose. Le déjeuner a bien commencé. Oscar a parlé du chantier dans le centre historique, du budget qui avait été déréglé, d'un fournisseur qui retardait un matériau depuis 3 semaines. Isidro a écouté avec son attention habituelle, a fait les commentaires appropriés, a demandé des détails quand quelque chose n'était pas clair. C'était une dynamique habituelle. Mais à un moment donné, entre le premier et le deuxième plat, Oscar a fait une pause et a dit « Comment va Begona ?» Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis un moment. Isidro a levé les yeux de son verre. Bien, comme toujours. Oscar a hoché la tête, a pris le pain, puis a ajouté, sur un ton de conversation anodine, « L'autre jour, j'ai pensé à l'appeler pour lui demander si elle faisait toujours du pilate. Ma belle-sœur cherche un cours. » C'était là. Et Isidro l'a remarqué, avant de traiter pourquoi il l'avait remarqué. Il n'avait jamais mentionné à Oscar que Begona faisait du pilate. C'était un détail mineur, le genre de chose qui ne vient pas dans une conversation entre hommes qui parlent de construction et de travail. Begona n'était pas du genre à parler de ses routines d'exercice avec ses beaux-frères non plus. Et pourtant, Oscar le savait, avec assez de naturalité pour le mentionner sans se rendre compte de ce qu'il révélait. Le problème, c'est qu'Isidro l'avait traité en temps réel, pendant qu'Oscar parlait encore du pain et de sa belle-sœur. Et maintenant, il devait décider en dixième de seconde s'il devait réagir, ou garder le même visage que toujours. Il a choisi la seconde option. Je ne sais pas si elle y va toujours régulièrement, a dit Isidro, d'une voix de quelqu'un qui répond à quelque chose qui ne l'intéresse pas particulièrement. Tu sais, elle ne parle pas beaucoup de ses affaires. Demande-lui directement, ça lui fera plus plaisir. Oscar a hoché la tête, et a changé de sujet. Ils ont continué à manger. Isidro a commandé un café, l'a bu lentement, a de nouveau parlé du travail. Ils se sont dit au revoir à la porte, avec l'étreinte habituelle. De retour à la délégation, il a pris les escaliers au lieu de l'ascenseur. Il avait besoin des 3 étages, pour mettre de l'ordre dans ce qui venait de se passer. Oscar savait que Begona faisait du pilate. Il le savait, avec l'aisance de quelqu'un qui manipule une information quotidienne, pas avec celle de quelqu'un qui l'a entendu mentionner lors d'un dîner, et l'a retenu par hasard. C'était le genre de détail que l'on connaît quand on a une relation continue avec quelqu'un, quand on parle régulièrement, quand on connaît les horaires et les routines d'une personne, parce que cette personne les partage directement. Isidro est entré dans son bureau, a fermé la porte, et s'est assis devant le dossier qu'il avait laissé à moitié terminé ce matin-là. Il a regardé les chiffres un moment, sans les lire. Il avait 2 données qui, seules, ne collaient pas, mais qui,
ensemble, commençaient à dessiner quelque chose. Un nom sur un téléphone, que Begona avait couvert avec sa main trop rapidement. Et un détail sur sa routine, que son frère ne devait pas connaître. Il pouvait continuer à l'ignorer. Il pouvait se convaincre qu'il y avait des explications raisonnables pour les deux choses. C'était la chose la plus facile. C'était aussi, il le savait avec la clarté inconfortable de quelqu'un qui a passé des décennies à chercher ce qui ne colle pas dans des papiers que quelqu'un a soigneusement préparés, exactement ce que font les gens quand ils ne veulent pas voir, ce qu'ils sont déjà en train de voir. Il a ouvert le tiroir du bas de son bureau, a sorti un petit carnet qu'il utilisait pour des notes personnelles, pas pour des dossiers officiels. Il a écrit la date. Il a écrit 2 lignes. Il a fermé le carnet, et l'a mis sous une pile de feuilles blanches. Ce soir-là, il est rentré à la maison à l'heure habituelle. Begona avait fait des lentilles. Ils ont mangé devant les nouvelles, elle lui a demandé comment s'était passée sa journée. Il a dit bien, sans plus de détails. Ils ont débarrassé ensemble, chacun de son côté de la cuisine, avec cette coordination tranquille de plus de 20 ans de pratique. Avant de s'endormir, Isidro a pensé au nom enregistré sur le téléphone, Rossio Academy. Il l'avait cherché sans succès dans l'annuaire de la salle de sport municipale où Begona avait un abonnement, et la seule qui était près de la clinique. Il n'y avait pas de cours de pilates le jeudi dans ce centre, ni le mardi. La lettre est arrivée un jeudi matin, entre une enveloppe publicitaire de banque et une facture de gaz. C'était une enveloppe institutionnelle, avec l'entête de l'administration générale de l'État en haut à gauche, et son nom complet imprimé, avec la précision bureaucratique qu'il avait lui-même appris à respecter tout au long de sa carrière. Il l'a reconnu avant de l'ouvrir. Il l'attendait depuis des mois, avec ce genre de patience tendue qui se développe quand on a appris que les choses importantes arrivent rarement quand on en a besoin, mais quand elles finissent de décider par elles-mêmes. Il l'a ouverte dans le hall, debout, son manteau encore sur le dos. C'était la résolution de la mutation. Poste d'inspecteur en chef, à la délégation centrale de Madrid. Date de prise de fonction prévue au premier trimestre de l'année suivante. Conditions détaillées dans l'annexe qui venait plier derrière. Il l'a lu 2 fois, de haut en bas. Puis il a replié le papier, l'a remis dans l'enveloppe, et est resté immobile un instant, l'enveloppe entre les mains. Il a pensé à Oscar. Pas à Begona, ce qui aurait été la chose logique. À Oscar. Parce qu'il y a exactement 4 ans, un samedi après-midi, alors qu'ils étaient tous les deux seuls au bar du quartier après un match de football qu'ils avaient regardé sans aucune équipe particulière en tête, Isidro lui avait dit qu'il avait pensé à postuler au concours de mutation pour Madrid. Mais qu'il n'était pas sûr. Qu'il avait la flemme de recommencer dans une autre ville à 50 ans, que c'était peut-être trop tard pour ce genre de mouvement. Et Oscar avait posé sa bière sur la table, l'avait regardé avec cette franchise sans fioriture, et lui avait dit, si tu n'essaies pas, dans 10 ans, tu seras toujours au même endroit, en pensant à ce que tu n'as pas fait. Et ça pèse plus que n'importe quelle mutation. Isidro avait essayé, et il avait réussi. Il a mis l'enveloppe dans sa mallette, dans le compartiment intérieur où il gardait les documents qu'il ne voulait pas oublier. Cet après-midi-là, en quittant le travail, il a conduit directement chez Oscar. Il n'a pas appelé pour le prévenir, il voulait que ce soit une surprise. Il voulait voir son visage, quand il ouvrirait l'enveloppe. Se garer dans la rue des Oscars était toujours compliqué à cette heure de la journée, et Isidro a fait un tour de pâté de maison complet avant de trouver une place, à environ 40 mètres de l'entrée de l'immeuble. Il a garé la voiture, a pris sa mallette du siège arrière, a sorti l'enveloppe, et l'a posée sur le siège passager. Puis il l'a vue. La voiture de Begona était garée contre le mur latéral de l'immeuble, dans un espace étroit que les voisins utilisent pour les motos, et que parfois quelqu'un profitait s'il arrivait tard et qu'il n'y avait pas d'autre option. Il l'a reconnue sans aucun doute. La plaque d'immatriculation, la couleur gris perle légèrement délavée du côté conducteur, la petite bosse sur le pare-choc arrière qui n'avait pas été réparée depuis des mois. Le moteur était froid, les fenêtres étaient fermées. Elle était là depuis un certain temps. Isidro n'a pas bougé un instant. Il pouvait y avoir une explication. Begona aurait pu retrouver Oscar pour une affaire liée au travail, quelque chose qui s'était présenté de manière inattendue. Elle aurait pu aller lui rendre quelque chose, récupérer quelque chose. Ça pouvait être n'importe quoi de parfaitement raisonnable. Mais il y avait quelque chose dans la position de la voiture, comment elle était rentrée contre le mur, comme quelqu'un qui se gare pour ne pas être vu de la rue principale,
qui faisait que les explications raisonnables sonnaient comme ce qu'elles étaient, des tentatives de ne pas regarder. Il est sorti de la voiture, a laissé sa mallette sur le siège, mais a pris l'enveloppe, il ne savait pas pourquoi. Au lieu d'aller vers l'entrée de l'immeuble, il a fait le tour par le côté. Le mur donnait sur une ruelle étroite qui menait à l'arrière, où il y avait un petit puits de lumière avec la fenêtre du salon, qu'Isidro connaissait, parce qu'il avait été dans cet appartement des dizaines de fois. Le gravier sur le côté a légèrement craqué sous ses chaussures, il a ralenti son pas. Il s'est approché de la fenêtre en biais, sans se placer directement devant la vitre. D'abord, il a vu son propre reflet, le visage d'un homme de 52 ans, une enveloppe à la main, sa cravate légèrement desserrée de la journée de travail, une expression qui ne s'était pas encore tout à fait formée. C'est ce qu'il a vu en premier, lui-même, avant de voir autre chose. Pendant une fraction de seconde, le reflet et l'intérieur se sont superposés, et ce qui était de l'autre côté de la vitre a mis un moment à se séparer de sa propre image. Puis son œil s'est adapté. La première chose qu'il a enregistrée, avant tout le reste, c'était la veste. La veste gris foncé, en laine épaisse, d'Oscar, accrochée au dossier d'une chaise dans le coin du salon. La même que Begona avait dit avoir rendue des mois auparavant, la même qui avait disparu du porte-manteau du hall de sa maison 2 jours après que Oscar l'ait oubliée. Elle était là, sur cette chaise, comme si elle n'en était jamais partie, comme si elle avait toujours appartenu à cet espace. Le cerveau a mis 2 secondes de plus à traiter le reste. Begona était assise sur le canapé, sur son côté, les pieds repliés sous son corps comme elle le faisait quand elle était complètement à l'aise dans un endroit. Oscar était à côté d'elle, non pas séparés aux extrémités opposées, mais ensemble, avec la proximité facile de 2 personnes qui ont depuis longtemps cessé d'avoir besoin de calculer la distance entre elles. Il n'y avait rien qu'Isidro puisse décrire plus tard comme étant sans équivoque. Ce n'était pas une scène conçue pour être découverte, c'était pire. C'était ordinaire. C'était l'image de 2 personnes qui étaient ensemble, avec la naturalité absolue de quelqu'un qui ne s'attend pas à ce que quelqu'un regarde par la fenêtre. Sans tension, sans urgence, avec cette détente qui n'existe que quand on est dans un endroit où l'on sent qu'on a le droit d'être. Les mains se sont crispées sur l'enveloppe, son corps a réagi avant ses pensées. Ses épaules se sont levées d'1 centimètre, ses doigts ont serré le papier. Ses poumons se sont vidés, et ne se sont pas complètement remplis pendant plusieurs secondes. Ses yeux se sont fixés sur un point absurde et anodin, le bord de la table basse d'Oscar, où il y avait une tasse avec quelque chose dedans qui ne fumait plus. La tasse de Begona, avec le même bord ébréché que celle qu'il lui avait offerte il y a 3 Noëls. Il a reculé d'un pas, puis d'un autre. Il a maintenu ses pieds sur le gravier avec une lenteur contrôlée, comme si le bruit pouvait briser quelque chose de plus que le silence. Quand il est arrivé au bout du mur, il a tourné, et a marché jusqu'à la voiture, avec des pas qui essayaient de paraître normaux, même si personne ne regardait. Il a ouvert la porte, s'est assis, l'a fermée, a mis l'enveloppe sur sa mallette sur le siège passager, et a posé les 2 mains sur le volant, sans le serrer. Il a regardé le tableau de bord, l'indicateur de température du moteur, le niveau de carburant. Des choses concrètes, inutiles, qui étaient là, et ne demandaient rien. Il ne savait pas combien de temps s'est écoulé. L'enveloppe était toujours là où il l'avait laissée. La lettre de mutation, le poste à Madrid, la nouvelle qu'il était allé partager avec la seule personne pour qui cette nouvelle avait une origine spécifique, une histoire derrière elle, un poids qui allait au-delà du papier. C'est à ce moment-là que quelque chose qui, jusque-là, avait été un soupçon vague et contrôlable, est devenu autre chose. Ce n'était pas une pensée élaborée, c'était une certitude qui s'est installée au centre de sa poitrine, avec la solidité de quelque chose qui n'a plus besoin d'être prouvé pour exister. Il avait regardé sans voir pendant longtemps. Et maintenant, il avait vu. Il a démarré le moteur, il est sorti de la place de parking lentement, sans se presser, comme quelqu'un qui termine une visite ordinaire. Il est passé devant l'entrée de l'immeuble sans s'arrêter, il est passé devant la voiture de Begona sans la regarder. Il a tourné au premier coin de rue, et s'est dirigé vers la maison. Au feu de l'avenue principale, il s'est arrêté quand il est passé au rouge. La voiture à côté avait la radio allumée, quelque chose qu'il n'a pas reconnu, une chanson avec une mélodie qui s'est infiltrée par la fente de la fenêtre entr'ouverte. Le feu a mis plus de temps que d'habitude à changer. Isidro a regardé l'enveloppe. Le nom d'Oscar n'apparaissait nulle part sur ce papier, il n'en avait pas besoin. C'était une résolution de mutation, un document administratif, le point culminant d'un processus qui avait duré des mois, et qui maintenant, sur le siège passager d'une voiture arrêtée à un feu,
avait complètement perdu la saveur qu'il avait eue ce matin, quand il l'a ouvert dans le hall. Le feu est passé au vert, il a continué à conduire. Il est rentré à la maison avant elle. Il s'est changé, a mis l'enveloppe dans le tiroir de sa table de chevet, de son côté du lit, sous les documents de l'assurance auto qu'il ne sortait jamais. Il a mis de l'eau à bouillir, même s'il ne voulait rien de chaud, il l'a éteinte avant qu'elle ne bout. Quand Begona est passé par la porte 40 minutes plus tard, Isidro était sur le canapé, avec un journal ouvert sur une page qu'il n'avait pas lue. « Tu es rentré tard », a-t-elle dit, sans ton de reproche. « Il y avait des bouchons », a-t-il répondu, sans lever les yeux du journal. Begona a laissé son sac à main sur la chaise du hall, au même endroit que toujours, et est allé directement à la cuisine. Et Isidro a entendu le bruit du réfrigérateur, le coup sourd d'un tiroir, le bruit du robinet. « Tu as faim ?» a-t-elle demandé de l'intérieur. « Un peu. Dans 20 minutes, tout sera prêt. » Exactement comme n'importe quel autre après-midi. La même voix, le même rythme, la même distribution des mots qu'ils avaient depuis des années. Et pourtant, Isidro tenait le journal avec une tension dans les doigts qui faisait légèrement craquer le papier, quand il prenait une profonde inspiration. Le moment de danger est venu pendant le dîner. Il mangeait quand Begona a mentionné, avec la naturalité de quelqu'un qui complète un inventaire de sa journée, qu'elle avait passé l'après-midi chez une collègue de la clinique, à l'aider à examiner des documents du contrat de location qui s'étaient compliqués pour elle. Isidro a posé sa fourchette sur le bord de son assiette. Pendant une seconde exacte, il a senti que la phrase qui allait sortir de sa bouche était la mauvaise. L'impulsion de lui dire qu'il avait vu sa voiture, de lui demander dans quelle rue habitait cette collègue, de laisser la question couper l'air de la cuisine et atterrir là où elle devait atterrir. C'était une seconde entière, avec la phrase formée et sur le point d'être prononcée. Il l'a avalée. Il a repris sa fourchette, a piqué quelque chose dans son assiette, a dit « Et vous l'avez résolu ?» Begona a répondu que oui, qu'au final ce n'était pas aussi compliqué que ça en avait l'air, qu'il fallait juste savoir lire les clauses calmement. Et Isidro a hoché la tête, ils ont continué à manger. Cette nuit-là, pendant que Begona dormait, Isidro s'est assis sur le bord du lit, les coudes sur les genoux et le regard au sol, pendant un temps qu'il n'a pas mesuré. Le tiroir de la table de chevet était fermé, l'enveloppe à l'intérieur. Il ne pouvait pas aller voir Begona avec ce qu'il avait vu, et s'attendre à un autre résultat qu'un déni serein et préparé. Il ne pouvait pas affronter Oscar sans avoir quelque chose de plus qu'une image à travers une fenêtre, que n'importe qui pourrait justifier avec une demi-douzaine d'explications différentes. Il lui fallait plus. Il lui fallait le genre de preuve qui n'admet aucune interprétation alternative. Le genre de preuve qu'il aurait lui-même exigé, dans n'importe quel dossier qui lui serait passé sur son bureau. Et pour l'obtenir, il devrait continuer à être exactement ce qu'il avait été pendant le dîner, l'homme qui demande s'ils l'ont résolu, qui hoche la tête, qui ne révèle rien. Ce qu'il ne savait pas encore, c'était jusqu'où allaient les chiffres, depuis combien de temps cela durait, si la veste et la clé étaient les seules traces, ou s'il y avait quelque chose d'autre, enfoui dans les relevés bancaires qu'il n'avait pas examinés depuis des mois. Avec l'attention avec laquelle il examinait tout le reste. Il les regarderait demain. Avec la même froideur avec laquelle il regardait n'importe quel dossier. Avec la même certitude que les schémas laissent toujours une trace. Et s'il l'avait laissée, il allait la trouver. Les relevés sont arrivés sur papier, comme toujours, car Isidro n'avait jamais entièrement fait confiance à la banque numérique pour les documents qu'il voulait examiner attentivement. Il les a imprimés au bureau, un vendredi tard dans la journée, quand le couloir était vide et que l'imprimante du fond fonctionnait sans que personne ne l'entende. 4 ans de mouvements de compte joints, pliés en 3, mis dans sa mallette sous le dossier de distribution qui était toujours ouvert. Il les a regardés cette même nuit, dans son bureau à domicile, la porte entr'ouverte et Begona regardant quelque chose dans le salon. Il ne les a pas lus comme un homme cherchant sa femme sur un morceau de papier, il les a lus comme un inspecteur. Avec la même distance technique avec laquelle il aborde tout relevé que quelqu'un a préparé pour qu'il ait l'air propre. Les 2 premières années ne montraient rien de pertinent. Le schéma des dépenses était habituel, hypothèque, charges, supermarché, un achat occasionnel, assurance. Une vie ordonnée et prévisible, sans saut qui nécessitait une explication. Isidro a passé son doigt le long de la colonne, lentement, sans se presser, car il savait que s'il y avait quelque chose, ce ne serait pas au début. C'est apparu la 3e année, en février. Un virement de 340 €, vers un compte dont les 4 derniers chiffres ne lui disaient rien. Ça pouvait être n'importe quoi, un achat différé,
une assurance dont il ne se souvenait pas, un fournisseur de services mineurs. Sauf que les mois suivants, le même compte a reçu un virement similaire, 320 en mars, 290 en avril. Ce n'était pas un montant frappant, c'était exactement le genre de montant que l'on peut justifier avec n'importe quoi si on vous le demande, et qui est invisible si on ne le cherche pas spécifiquement. Isidro a pris un stylo, et a entouré chaque virement d'un cercle fin. En 22 mois, la somme totale s'élevait à 7 840 €. Retiré en montant qui ne dépassait jamais 400, toujours du compte joint, toujours vers le même compte de destination. Ce n'était pas une fortune, mais c'était un schéma. Et les schémas, selon son expérience, n'apparaissent pas seuls. Ce dont il avait besoin maintenant, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas obtenir de l'intérieur. Il avait besoin de quelqu'un qui puisse se déplacer là où il ne le pouvait pas, sans éveiller les soupçons. Quelqu'un qui sache documenter ce qui ne se documente pas de soi-même. C'est Valentin Escudero qui lui a donné le nom. Valentin avait 58 ans, et pratiquait le droit de la famille à Valladolid depuis plus de 2 décennies. Ils se connaissaient depuis qu'Isidro était arrivé dans la ville, par la voie habituelle des emplois qui se croisent dans les tribunaux et les études de notaire. Ils étaient devenus amis, avec la lenteur qu'ont les amitiés entre les hommes de leur génération, sans le déclarer, sans en discuter, simplement en accumulant des années de conversation qui commençaient en parlant de travail, et finissaient en parlant d'autre chose. Isidro l'a appelé un mardi matin, depuis son portable personnel, pas celui du travail. Il lui a dit qu'il avait besoin de parler, que c'était quelque chose de délicat, qu'il préférait le faire en personne. Valentin n'a posé aucune question. Ils se sont rencontrés le même après-midi dans son bureau, après le départ du dernier client. Et Isidro lui en a dit assez. Pas tout, parce qu'il n'avait pas encore tout, mais assez pour que Valentin comprenne l'ampleur de ce qui était sur la table. L'avocat l'a écouté sans l'interrompre, avec son habitude de laisser les choses être dites entièrement avant de commencer à donner son avis. Quand Isidro a eu fini, Valentin a posé ses coudes sur la table, et a joint ses mains. « Il te faut Fabian », a-t-il dit. Fabian Ladron de Torres avait 54 ans, il avait passé 16 ans dans la police nationale avant d'ouvrir son propre service d'enquête privée, et il avait le visage de quelqu'un qui a appris à passer par des endroits sans que personne ne se souvienne de lui. Valentin l'a appelé devant Isidro, ils se sont donné rendez-vous le jeudi suivant dans un café du centre-ville que personne des trois ne fréquentait. Isidro est arrivé 5 minutes en avance, Fabian était déjà à une table au fond, le dos au mur, avec un expresso et un carnet fermé devant lui. Il lui a tendu la main sans se lever, lui a dit que Valentin lui avait expliqué les bases, qu'il avait besoin d'entendre le reste de sa propre voix. Isidro a parlé pendant 40 minutes, Fabian a pris des notes d'une écriture petite et compacte, sans lever les yeux, sauf quand il a posé une question spécifique. Il voulait des dates, des noms, des descriptions physiques, des plaques d'immatriculation, des horaires habituels. Des questions techniques, sans jugement, formulées avec la neutralité de quelqu'un qui travaille avec des faits, et non avec des interprétations. À la fin, il a fermé le carnet et a dit « Donnez-moi 2 semaines ». Les 2 semaines qui ont suivi ont été les plus longues qu'Isidro se souvienne d'avoir vécues à l'intérieur de sa propre maison. Chaque matin, il se levait, déjeunait en face de Begona, parlait de ce qui devait être parlé, et partait au travail. Chaque soir, il revenait, dînait, débarrassait, dormait ou ne dormait pas selon ce qu'il avait en tête. Begona n'a pas du tout changé son comportement, elle était exactement la même personne que toujours. Avec le même rythme, les mêmes gestes, les mêmes silences. C'était la partie la plus difficile. Pas l'hostilité, pas la froideur, pas un signe que quelque chose avait changé entre eux. La difficulté, c'était que tout semblait complètement normal. Que s'il n'avait pas vu ce qu'il a vu à travers cette fenêtre, rien ne lui aurait donné une raison de soupçonner. C'est pendant cette période que la deuxième scène avec Oscar est arrivée. Et celle-ci était complètement différente de tout ce qui s'était passé auparavant. Un mercredi à midi, Isidro était dans son bureau à la délégation, en train de revoir un rapport, quand la secrétaire d'étage a passé la tête par la porte entr'ouverte, et lui a dit que quelqu'un demandait pour lui à la réception. Il n'avait aucun rendez-vous à cette heure-là. C'était Oscar. Il était dans le hall d'entrée, sa veste de travail encore sur lui, des taches de poussière sur ses avant-bras, son casque de chantier accroché à son bras. Il lui a dit qu'il faisait un devis dans un immeuble de la rue voisine, et qu'il avait pensé à monter pour voir s'ils pouvaient déjeuner ensemble, si Isidro avait un moment de libre. Isidro le regardait depuis le comptoir de la réception. Son frère, 47 ans, le même né que son père,
la même façon de poser son poids sur un pied en attendant une réponse. Un homme qu'il connaissait depuis qu'il pouvait se souvenir, et qui était maintenant quelque chose qu'Isidro n'avait pas encore fini de nommer pour lui-même. « Donne-moi 10 minutes, a-t-il dit. Ils sont allés dans un bar voisin, ils ont commandé le menu du jour. Oscar a parlé du chantier, du devis qui était plus compliqué qu'il n'y paraissait au début, d'un problème avec un fournisseur de carrelage qui retardait le matériel depuis des semaines. Et Isidro a écouté, et a répondu avec assez de normalité pour que rien ne grince. C'est vers la fin, quand ils avaient déjà commandé le café, que c'est arrivé. Oscar a regardé le verre un moment avant de dire, sur un ton de conversation anodine, « Comment va Begona ? On ne s'est pas vu depuis un moment. » Isidro a levé les yeux. « Bien, elle a beaucoup de travail à la clinique ce mois-ci. » Oscar a hoché la tête. Puis, avec cette naturalité qu'Isidro savait maintenant lire d'une autre manière, il a ajouté, « L'autre jour, j'ai pensé à l'appeler pour le plombier. Elle m'a dit que celui de l'immeuble où j'habitais était bon, et qu'elle avait recommandé quelqu'un. » Isidro a posé la tasse sur la soucoupe. Begona n'avait jamais mentionné quoi que ce soit à propos d'un plombier à Isidro, il n'y avait pas eu de fuite récente dans l'appartement. Et pourtant, Oscar avait ce détail domestique spécifique, avec le confort de quelqu'un qui l'avait entendu directement. Le moment de danger est venu immédiatement après, car Isidro a senti sa mâchoire se contracter, et que le silence qu'il avait laissé après avoir posé la tasse, était une seconde plus long qu'il n'aurait dû l'être. Une seconde pendant laquelle Oscar, s'il le regardait attentivement, pourrait voir que quelque chose avait changé sur le visage de son frère. Isidro s'est éclairci la gorge, il a passé la serviette sur sa bouche, bien qu'il n'en ait pas besoin. Il a dit, « Je ne sais rien de ça. Elle gère tout dans l'appartement. Tu sais que pour ce qui est des artisans, tu ne peux pas me dire quoi faire. » Il l'a dit sur un ton légèrement agacé de mari qui délègue, complètement crédible. Puis il a pris la tasse et a bu le café qui était déjà froid. Oscar a ri. Comme nous tous. Ils ont parlé 2 minutes de plus. Isidro a payé l'addition, c'était son tour, et ils se sont dit au revoir à la porte. Brève étreinte, 2 tapes dans le dos, le même vieux code. De retour au bureau, Isidro a verrouillé la porte pour la première fois depuis qu'il travaillait dans ce bureau. Il s'est assis, a ouvert le tiroir du bas, a sorti le petit carnet, a écrit la date, l'heure, et 2 lignes sur le plombier. Il a fermé le carnet, l'a remis sous la pile de feuilles. Oscar ne parlait pas seulement à Begona de temps en temps, il lui parlait assez régulièrement pour avoir des détails du quotidien qu'Isidro n'avait pas. Ce n'était pas une conversation sporadique, c'était une communication constante, intégrée, de 2 personnes qui partagent leur quotidien d'une manière qu'aucun des 2 n'avait annoncé à personne. Fabian a appelé le portable personnel d'Isidro le vendredi de cette même semaine. Il lui a dit qu'il avait du matériel. Ils se sont rencontrés le samedi matin chez Valentin, qui avait offert son bureau pour la réunion. Isidro est arrivé le premier, Valentin avait le café prêt. Fabian est arrivé à l'heure, avec un fin dossier sous le bras, et cette expression neutre de quelqu'un qui a vu assez de choses pour ne mettre un visage sur aucune d'entre elles. Il a ouvert le dossier sur la table. Il y avait 8 photographies prises en extérieur, avec un téléobjectif. Net, avec la date et l'heure imprimée en marge inférieure. Toutes les 8 montraient Begona et Oscar ensemble, dans différents endroits. La terrasse d'un bar du centre-ville, le parking d'un centre commercial, l'entrée d'un immeuble qu'Isidro n'a pas reconnu immédiatement. Dans 4 des photos, la proximité entre les 2 était la même que celle qu'il avait vue à travers la fenêtre, sans urgence, sans tension, avec cette naturalité qui n'existe qu'entre des personnes qui ont depuis longtemps cessé d'avoir besoin de calculer l'espace. Isidro a regardé chaque photographie le temps qu'il a fallu pour traiter ce qu'il y avait dedans. Puis il les a laissées sur la table, face visible. Fabian lui a dit qu'il avait documenté 8 rencontres en 16 jours. Que les heures coïncidaient avec des jours où Begona était censé quitter la clinique plus tôt. Que l'immeuble de la dernière photo était un appartement dans le quartier de Delicia, loué au nom d'une société de services dont il avait demandé à ce qu'on enquête davantage sur la propriété. Isidro a levé les yeux. Au nom de quelle société ? Fabian a sorti une feuille du dossier, et l'a laissée sur la table. C'était la fiche commerciale d'une société à responsabilité limitée, constituée il y a un peu moins de 2 ans. Une société de services administratifs, avec un seul associé. Isidro a lu le nom, puis l'a relu. Le propriétaire était Begona Salcedo Prada. Une société à responsabilité limitée dont il ne savait rien,
constituée alors qu'ils étaient encore mariés, avec de l'argent qui, à un moment donné, devait venir de quelque part, et dont le seul actif visible jusqu'à ce moment était le loyer d'un appartement où Isidro n'était jamais entré. Mais dont il avait maintenant l'adresse exacte, écrite sur un morceau de papier, sur le bureau de son avocat. Valentin avait son stylo à la main, et ne prenait pas de notes. Isidro a pris la feuille, l'a regardée une fois de plus, l'a remise dans le dossier avec le même calme avec lequel il aurait classé n'importe quel document dans sa vie professionnelle. Mais il n'avait toujours pas tout. Fabian avait dit que l'entreprise nécessitait plus d'enquête, qu'il y avait des mouvements qui n'étaient pas encore entièrement tracés, qu'il lui fallait encore une semaine pour fermer le tableau complet. Une semaine de plus. Ce qui était sur cette table était suffisant pour détruire plus de 20 ans en un seul mouvement. Mais Isidro n'était pas devenu inspecteur en chef en fermant les dossiers en avance, et il n'allait pas commencer maintenant. Le téléphone était sur le comptoir de la cuisine, écran vers le haut, l'écran allumé, car Isidro l'avait déverrouillé sans s'en rendre compte, et ne l'avait pas éteint à nouveau. Il était 3h42 du matin. Le numéro des Oscars était ouvert sur l'écran, le curseur clignotant dans le champ de texte, sans aucune lettre écrite encore. Il était assis là depuis près d'une heure. Il n'avait allumé aucune lumière, la seule lumière dans la cuisine était celle du téléphone, et la veilleuse rouge du micro-ondes qui affichait l'heure avec cette froideur des appareils qui ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Dehors, il n'y avait pas de bruit, l'immeuble dormait, Begona dormait. Tout dormait, sauf Isidro, qui était sur une chaise avec un verre d'eau non bu, et son doigt à 1 centimètre du nom de son frère. Il ne voulait pas le confronter, ce n'est pas ce qui l'avait amené là. Ce qui l'avait amené là était autre chose, quelque chose de plus difficile à nommer, l'impulsion d'entendre sa voix, le réflexe musculaire de 30 ans à l'appeler quand les choses devenaient trop lourdes à porter seul. C'était une habitude si ancienne que le corps l'exécutait avant que la tête ne puisse intervenir. Et cette nuit, avec tout ce qu'il savait déjà sur la table de Valentin, le corps l'avait conduit jusqu'à la cuisine, avait déverrouillé le téléphone, et avait ouvert le contact sans qu'Isidro n'ait pris de décision consciente à ce sujet. Il a éteint l'écran, a laissé le téléphone face contre le comptoir, et a fixé le verre d'eau. Le problème n'était pas seulement ce qu'il avait découvert, c'était ce qui était encore vrai, malgré tout. Que Oscar était toujours son frère, que les 30 ans de code dans le couloir, de bière au bar, de la signature au bas du papier du notaire, de 8 minutes de discours improvisés à un mariage d'octobre, avaient toujours existé exactement comme il s'en souvenait. Rien de ce qu'il avait découvert n'effaçait cela en arrière, ça ne faisait que l'empoisonner. De Begona, il y avait un souvenir qu'Isidro n'avait pas invoqué délibérément, mais qui apparaissait sans permission depuis des jours, toujours à des heures indues, avec la clarté agaçante des choses qu'on préférerait avoir oubliées. Un soir de décembre 2001, quelques semaines après le mariage, la voiture était tombée en panne sur une nationale à environ 30 km de Valladolid. Ce n'était pas une panne grave, elle était simplement à court de batterie, car Isidro avait remarqué depuis des semaines qu'elle avait du mal à démarrer, et il n'était pas allé au garage. Ils se sont garés sur le bas-côté, les feux de détresse allumés, et ont attendu près de 2 heures que la dépanneuse arrive. Il faisait vraiment froid cette nuit-là, le genre de froid sec de décembre en Castille qui ne négocie pas. Begona est sorti de la voiture, s'est appuyé sur le capot, les bras croisés et le col de son manteau relevé jusqu'aux oreilles, et a commencé à inventer des noms et des professions pour les camions qui passaient de temps en temps sur la nationale. L'un s'appelait Evaristo, et livrait des encyclopédies dans des provinces qui n'existaient plus. Un autre, Consuelo, et faisait le même trajet depuis 20 ans sans jamais vraiment arriver nulle part. C'était absurde, et n'avait aucun humour objectif, mais Isidro a joué le jeu pendant les 2 heures entières, car c'était la première fois depuis longtemps qu'il riait de quelque chose sans avoir à se forcer. Quand la dépanneuse est arrivée, Begona l'a regardé et a dit, tout à fait sérieusement, la prochaine fois, le garage. Isidro s'est souvenu de cela, cette nuit-là, dans la cuisine, avec le téléphone face contre table et le verre intact. Et ce qu'il a ressenti n'était pas de la tendresse, ni de la nostalgie. C'était quelque chose de plus inconfortable que ça, la réalisation que cette femme, qui avait inventé des camionneurs fictifs sur le bas-côté d'une nationale à 2 degrés en dessous de zéro, était complètement réelle. Que les plus de 20 ans qu'ils avaient partagés n'étaient pas une fiction qu'elle avait construite du début à la fin. Qu'il y avait eu quelque chose d'authentique, à un moment donné, qui s'était détraqué pour des raisons que peut-être Isidro ne comprendrait jamais entièrement. Cela ne changeait rien à ce qu'il devait faire, mais ça le rendait plus lourd. Il est retourné se coucher à 4h15, s'est allongé avec précaution pour ne pas réveiller Begona, et a fixé le plafond, les yeux ouverts, jusqu'à ce que la fenêtre commence à s'éclaircir.
À 8 heures, il était au bureau de Valentin. Il s'était donné rendez-vous tôt, avant l'arrivée des clients de l'avocat. Isidro est arrivé avec les relevés étendus, le carnet de notes des dernières semaines, et l'information que Fabian avait livrée sur la société à responsabilité limitée. Valentin avait déjà le code civil ouvert sur son bureau, à la section des régimes matrimoniaux, et un bloc-notes avec 3 colonnes manuscrites. Ils ont travaillé pendant 2 heures. Valentin a été direct dès le début, dans le régime de la communauté de biens, qui était le régime sous lequel Isidro et Begona étaient mariés. Les biens acquis pendant le mariage étaient divisés à parts égales, sauf s'il y avait preuve d'une conduite qui justifiait une répartition différente. Les 7 840 € détournés vers le compte inconnu, ajoutés au capital initial de la société à responsabilité limitée que Begona avait constitué sans en informer son conjoint, constituaient un argument juridiquement soutenable de dilapidation des fonds communs. Ce n'est pas une garantie de résultat, lui a dit Valentin, avec l'honnêteté qui le caractérisait, mais c'est une base solide. Isidro a tout écouté sans l'interrompre. Quand Valentin a eu fini, il lui a demandé de commencer à préparer la documentation nécessaire, pour l'avoir prête pour quand il déciderait de bouger. Pas avant, pas encore, mais de l'avoir préparée. Valentin a hoché la tête, et a noté quelque chose sur le bloc. Puis Isidro lui a dit qu'il avait besoin de faire un autre changement, qu'il voulait retirer Oscar comme bénéficiaire de l'assurance vie qu'il avait depuis 12 ans. Une police avec une couverture de 450 000 €, qu'il avait gardée au nom de son frère depuis l'époque où Begona et lui avaient décidé de ne pas avoir d'enfant, et Oscar était la personne la plus proche qu'il avait. Valentin a indiqué que c'était une démarche directe avec la compagnie d'assurance, que ça ne nécessitait ni justification ni intervention judiciaire, qu'il pouvait le faire lui-même avec une simple demande de changement de bénéficiaire. Il l'a fait ce même après-midi, depuis son téléphone personnel, sans passer par l'ordinateur de la maison. La compagnie d'assurance a confirmé le changement par écrit dans les 48 heures. La nouvelle bénéficiaire était Remedio Cabrera Montoya, sa sœur aînée, la seule personne de la famille qui était complètement en dehors de tout ce qui s'était passé. Remedio avait 61 ans, et vivait à Palencia depuis son mariage. Elle était l'aînée des 3 frères et sœurs, celle qui ressemblait le plus à leur mère, par son caractère et par sa façon de ne pas poser de questions dont elle n'aimerait pas la réponse. Isidro l'appelait moins qu'il ne le devrait, il le savait. Mais dans les moments où les choses avaient été vraiment difficiles, Remedio avait toujours été celle qui apparaissait sans demander d'explication, et sans rester plus longtemps que nécessaire. Il l'a appelée cette nuit-là, non pas pour lui dire quoi que ce soit, mais parce qu'il avait besoin d'entendre une voix qui ne l'obligeait pas à maintenir une quelconque performance. Il lui a dit qu'il allait bien, qu'il avait eu une semaine compliquée au travail, qu'il verrait s'il pouvait venir à Palencia bientôt pour déjeuner. Remedio a dit quand il voulait, qu'elle était toujours là. Et qu'elle remarquait quelque chose d'étrange dans sa voix, mais qu'elle n'allait pas demander, parce qu'il le lui dirait quand il pourrait. Et Isidro a raccroché, et est resté un moment avec le téléphone à la main. Oui, il le lui dirait quand il pourrait. Le moment de danger le plus grave de toute cette semaine est arrivé un jeudi après-midi. Et il ne l'a pas vu venir. Isidro était dans son bureau à domicile, son ordinateur portable ouvert, en train de revoir un brouillon que Valentin lui avait envoyé par email crypté, avec un résumé de la situation financière. C'était un document technique, avec des chiffres, des dates, et des références légales, complètement sans équivoque dans son contenu. Il lisait la 3e page quand il a entendu la clé dans la serrure. Begona était en retard ce jour-là, elle ne devait pas être à la maison avant 19h30. Il était 18h10. Isidro n'a pas fermé l'ordinateur portable, il l'a tourné. Ce n'était pas un mouvement net, l'écran était à un angle étrange, visible si quelqu'un se tenait du côté droit du bureau, qui était exactement le côté par lequel Begona entrait dans le bureau quand elle passait la tête. Isidro a pris le premier dossier qu'il a pu atteindre, un du travail, et l'a posé sur le clavier avec un mouvement qu'il espérait avoir l'air naturel. Begona est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle avait encore son manteau et son sac en bandoulière, ce qui signifiait qu'elle venait juste d'entrer. Elle lui a dit que le dernier rendez-vous de la journée avait été annulé, et qu'elle était partie plus tôt. Isidro a levé les yeux, avec l'expression de quelqu'un qui a été interrompu dans quelque chose qui nécessitait de la concentration. « Je suis en train de finir quelque chose », a-t-il dit. « Donne-moi un quart d'heure. » Begona a regardé la table une seconde, le dossier sur l'ordinateur portable, l'écran tourné. « Quelque chose d'urgent ? Un rapport que je dois revoir avant demain. Rien de grave. » Elle a hoché la tête,
elle a dit qu'elle allait commencer à préparer le dîner, et qu'il n'y avait pas de presse. Elle a tourné, et est allée à la cuisine. Isidro a attendu d'entendre le bruit du réfrigérateur avant de redresser l'ordinateur portable. Il a fermé le document, a fermé l'email, a supprimé l'historique de navigation des 15 dernières minutes. Puis il a fermé l'ordinateur portable, et l'a mis dans sa mallette. Ses mains ne tremblaient pas, ça l'a surpris. Ce qu'il a remarqué en se levant de la chaise, c'était quelque chose dans sa poitrine qui n'était pas exactement de la peur, mais quelque chose de plus proche de la conscience que la marge qui lui restait se rétrécissait. Non pas parce que Begona avait vu quelque chose de spécifique, mais parce que chaque jour qui passait était un autre jour où quelque chose pouvait mal tourner, sans qu'il ne le contrôle. Un appel intercepté, un papier égaré, une gaffe de Fabian, un commentaire de Valentin au mauvais endroit. Ce soir-là, pendant qu'il dînait, Begona a dit qu'elle pensait aller à Madrid le mois suivant, pour voir une cousine qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Qu'elle resterait peut-être 2 ou 3 jours, que comme ça elle pourrait faire un peu de tourisme. Isidro a dit que ça lui semblait bien, de le prévenir à l'avance pour s'organiser. Elle a hoché la tête, et a continué à manger. Isidro n'a pas demandé quelle cousine, il savait que s'il demandait, la réponse serait un nom qu'il serait ensuite impossible de vérifier sans éveiller les soupçons. Et à ce moment-là, il ne pouvait se permettre aucun mouvement qui semble hors de l'ordinaire. Mais il a noté mentalement la date, et a décidé qu'avant que ce voyage n'arrive, tout devait être en ordre. Fabian l'a appelé le lendemain, avec une information manquante. La société à responsabilité limitée de Begona avait effectué 2 virements supplémentaires au cours des 6 derniers mois, vers un compte différent des précédents. L'origine du capital initial de la société comprenait un apport qui coïncidait exactement, en date et en montant, avec un retrait en espèces qu'Isidro ne se souvenait pas d'avoir autorisé. 92 jours. C'est depuis combien de temps tout cela durait, depuis qu'il a vu la voiture dans la rue. Et il y avait encore quelque chose que Fabian n'avait pas pu vérifier, s'il y avait d'autres comptes, si l'entreprise avait des actifs qui n'étaient pas encore apparus. 1 semaine de plus, avait dit Fabian. Isidro a laissé le téléphone sur son bureau à la délégation, et a regardé par la fenêtre le bâtiment d'en face. Valentin avait la documentation en cours, la compagnie d'assurance avait confirmé le changement de bénéficiaire, Fabian travaillait encore. Tout se déplaçait avec la lenteur nécessaire des processus, qui ne peuvent pas être précipités sans se briser. Mais il y avait quelque chose qu'Isidro n'avait pas encore fait, quelque chose pour lequel il n'avait pas trouvé le bon moment, ni la manière exacte. Et c'était de décider quand, où, et comment il allait mettre fin à tout ça. D'une manière qui ne laisse aucun bout qui dépasse. C'était la prochaine étape. Et la prochaine étape nécessitait un plan, aussi précis que n'importe quel dossier qu'il avait fermé en plus de 2 décennies de sa profession. Fabian a remis le dossier final un mardi après-midi, sur la table du bureau de Valentin. Avec la même neutralité professionnelle avec laquelle il avait remis tout le reste. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus, une feuille supplémentaire à la fin du document, séparée des autres par un trombone argenté, avec 4 lignes manuscrites que Fabian lui a indiqué de lire lentement. Isidro l'a lu une fois, puis l'a relu. Il y avait une deuxième société, constituée 3 mois après la première, avec un nom différent et un domicile fiscal dans une autre province, mais lié à la même propriétaire par une participation indirecte qui n'était visible que si l'on savait où chercher. Le capital initial provenait d'un compte qui n'était pas non plus le compte joint, ce qui signifiait qu'il y avait une 3e source de fonds qui n'était pas encore entièrement identifiée. Fabian lui a dit qu'il lui fallait 4 jours de plus pour fermer ce dernier flanc. 4 jours, a dit Isidro. Il a hoché la tête. Valentin n'a rien dit, et a continué à regarder le bloc avec un stylo à la main. De retour à la maison, Isidro a préparé le dîner, sans que Begona ne l'attende ce soir-là. Quelque chose de simple, sans intention d'impressionner, omelette, pain, un peu de fromage qui restait. Quand elle est passée par la porte et a vu la table mise, elle s'est arrêtée une seconde dans l'embrasure de la cuisine, avec une expression qu'Isidro a reconnue comme de la surprise authentique. « Tu n'avais pas à te donner la peine, a dit Begona. Ce n'est pas une peine. » Ils se sont assis, ont mangé, ont parlé d'une chose et d'une autre. Isidro l'a interrogé sur la clinique, sur une patiente dont Begona avait parlé il y a des jours avec une certaine inquiétude, sur si elle avait résolu le problème avec un fournisseur de matériel d'hygiène qui retardait les commandes. Begona a répondu à tout avec sa fluidité habituelle, elle était une bonne conversationniste quand elle le voulait, elle l'avait toujours été. À un moment donné pendant le dîner,
pendant que Begona parlait de quelque chose qu'Isidro écoutait avec la moitié de son attention, il a pris une décision qui flottait depuis des jours sans tout à fait atterrir. Le lieu, la date, et la manière dont tout allait se terminer. Il n'allait pas le faire seul avec elle, et il n'allait pas le faire seul avec Oscar. Il le ferait avec les deux en même temps, chez lui, avec Remedio et Valentin présents. Non pas comme témoins au sens judiciaire, mais comme le genre de présence qui empêche les choses de déraper, vers les cris, les dénégations absolues, ou les versions qui se contredisent plus tard. Des gens qui auraient vu et entendu la même chose que lui. L'excuse pour les réunir était l'anniversaire. 23 ans de mariage dans 3 semaines. Un dîner à la maison, quelque chose d'intime, sans autres invités, était parfaitement crédible. Begona ne s'y attendait pas, mais elle l'accepterait sans méfiance, car c'était exactement le genre de geste qu'Isidro faisait de temps en temps, quand il voulait retrouver un peu du rythme domestique. Oscar viendrait, parce qu'il venait toujours quand on l'invitait, et parce qu'il n'avait aucune raison d'imaginer que son frère savait quoi que ce soit. C'est ce qu'Isidro avait besoin qu'il continue de croire, pendant 3 semaines de plus. Il a passé les 4 jours restants à fermer le rapport de Fabian, en travaillant avec une concentration que ses collègues de la délégation ont interprétée comme une de ces périodes d'intensité qu'Isidro avait parfois, quand un dossier l'accrochait. Personne n'a rien demandé, personne n'avait de raison de le faire. Le rapport est arrivé le vendredi. La deuxième société avait 3 actifs, l'appartement de Delicia, un local commercial en périphérie dont le contrat de location commençait dans quelques mois, et un compte dans une autre entité avec un solde que Fabian avait pu vérifier par documentation croisée. La somme totale gérée à l'insu d'Isidro, entre les 2 sociétés et les détournements du compte joint, s'élevait à 46 300 € en 22 mois. Isidro l'a noté dans le carnet, avec la même écriture compacte que toujours. L'a fermé, l'a rangé. Valentin a protocolisé l'ouverture de la procédure de divorce contentieux ce même après-midi, sur instruction expresse d'Isidro de ne pas encore la notifier. Le document était prêt à être présenté, au moment où Isidro l'indiquerait. L'argument de dilapidation des fonds communs était étayé par toute la documentation que Fabian avait compilée, et par les relevés qu'Isidro lui-même avait identifiés et ordonnés. Valentin lui a dit que c'était l'un des dossiers les plus ordonnés qu'il ait reçu d'un client privé depuis longtemps. Et Isidro a répondu que c'est ce que faisait le fait d'être inspecteur. La semaine suivante s'est passée, avec un calme qu'Isidro a trouvé étrangement supportable. C'était le calme de quelqu'un qui a déjà pris la décision, et qui attend juste la date. Sans la tension de l'incertitude, sans le poids des questions sans réponse. Juste le temps qui restait, qui était un temps administratif de préparation et de vérification. Le genre de temps qu'il gérait bien. Il a appelé Remedio un mercredi. Il lui a dit qu'il faisait un dîner à la maison pour l'anniversaire, qu'il voulait qu'elle vienne, qu'il y aurait quelqu'un qui serait également présent. Il n'a pas expliqué plus. Remedio a demandé s'il allait bien, Isidro a dit qu'il allait l'être. Elle a accepté sans plus de questions, comme toujours. Il a appelé Valentin le jeudi pour confirmer qu'il viendrait. L'avocat a pris un moment avant de répondre, puis a dit que oui, il serait là. Le vendredi, Isidro a dit à Begona qu'il avait pensé à faire quelque chose de petit pour l'anniversaire. Un dîner à la maison, un samedi de la semaine suivante, avec Oscar et avec sa sœur Remedio, qui n'était pas venu à Valladolid depuis longtemps. Peut-être un ami aussi, a-t-il dit sans préciser qui. Begona a levé les yeux d'un livre qu'elle lisait, et l'a regardé une seconde, avec une expression qu'Isidro n'a pas tout à fait réussi à déchiffrer. Puis elle a dit que ça lui semblait bien, qu'il était temps que Remedio vienne pour un repas. Isidro a hoché la tête, et est allé à la cuisine pour de l'eau. Le samedi de la semaine suivante est arrivé, avec ce genre de lumière d'hiver froide qui entre horizontalement par les fenêtres, et allonge les ombres des meubles. Isidro s'est levé à 7 heures. Begona dormait encore. Il s'est douché, s'est habillé, est descendu chercher du pain, est revenu et a préparé le petit déjeuner avec une méticulosité qui n'était pas habituelle pour lui le week-end. Il a passé la matinée au bureau, a sorti du tiroir du bas le dossier de Fabian, le carnet d'annotation et les relevés imprimés. Il les a organisés en 3 piles distinctes sur le bureau, la documentation des sociétés, les photographies avec date et heure, et les mouvements bancaires marqués avec les cercles au stylo. Il les a examinés une dernière fois, par ordre chronologique, comme on le fait avec n'importe quel dossier avant une audience. Il a cherché des lacunes, des incohérences, quelque chose qui ne colle pas dans ce qu'il avait construit. Il n'en a trouvé aucune. Il a tout mis dans un classeur à anneaux gris, du même genre que ceux qu'il utilisait au travail.
des copies pour Valentin, des originaux à l'intérieur. La clé USB de Fabian, tenue par un élastique sur le rabat intérieur. Il l'a fermée, l'a laissée sur le bureau. À côté, appuyé contre le côté du moniteur, il y avait l'enveloppe. La même enveloppe, à l'entête institutionnelle, avec la résolution de la mutation à l'intérieur, toujours fermée, avec le même pli du jour où il l'avait sortie de la boîte aux lettres. Il l'a regardée un moment, ne l'a pas touchée. Begona a préparé une partie du dîner, Isidro a mis la table avec la vaisselle des grandes occasions, celle qui normalement ne sortait pas du haut du placard de la salle à manger. Begona lui a demandé si ce n'était pas trop, pour un petit dîner. Isidro a dit que c'était un anniversaire, que ça avait du sens de le faire bien. Elle n'a pas insisté. Remedio est arrivée la première à 20h15, avec un gâteau de la pâtisserie de la gare, parce que selon elle, on ne pouvait arriver nulle part les mains vides. Elle a serré Isidro dans ses bras à la porte, avec son étreinte ferme de sœur aînée qui ne demande pas, mais qui voit. Elle l'a regardé dans les yeux une seconde de plus que d'habitude. Isidro a soutenu son regard, et a hoché la tête légèrement, une fois. Remedio est entré sans rien dire. Valentin est arrivé à 20h35, avec une bouteille de vin et son sang-froid professionnel qui, dans d'autres circonstances, Isidro aurait trouvé excessif, mais qui ce soir-là était exactement ce dont il avait besoin. Il a salué Begona avec la cordialité de quelqu'un qui la connaît depuis des années, parce que c'était le cas, et est allé au salon sans que rien dans son attitude ne révèle la véritable raison de sa présence. Oscar est arrivé à 20h50, le dernier, avec une bouteille de Ribradel Duro Réserve sous le bras, et sa veste de non-travail, la gris foncé sans tache, celle qu'il portait quand il voulait donner l'impression d'avoir fait un effort. Il a serré Isidro dans ses bras à la porte, avec les deux tapes dans le dos du rituel habituel. « Joyeux anniversaire, mon frère », a-t-il dit. Isidro l'a reçu avec un sourire qui ne lui a rien coûté à produire, car il avait répété exactement ce muscle pendant des semaines. « Entre, entre. On n'attendait plus que toi. » Oscar est entré, a salué Remedio avec une étreinte de dimanche d'enfance, a salué Valentin avec une poignée de main de quelqu'un qu'il connaît, mais avec qui il ne traite pas souvent. Il est allé voir Begona dans la cuisine, et lui a dit quelque chose à voix basse qu'Isidro, depuis le couloir, n'a pas pu entendre. Elle a répondu d'une syllabe courte, et a continué avec ce qu'elle faisait. Pendant l'apéritif, debout dans le salon avec les olives et le vin des Oscars déjà ouverts, la conversation a été exactement la conversation qu'Isidro avait prévue. Remedio a raconté quelque chose sur Palencia, Valentin a brièvement parlé d'une affaire qu'il avait bouclée cette semaine sans entrer dans les détails. Oscar a demandé des nouvelles du chantier de l'immeuble du centre historique qu'il avait mentionné il y a des semaines et qui donnait toujours des problèmes. C'est à ce moment-là, son verre à la main et le dos contre la bibliothèque du salon, que Oscar a dit « Ce qu'il faut célébrer, c'est que vous soyez toujours là après 23 ans. La vraie famille, c'est celle qu'on construit, pas celle qu'on nous donne. » Il l'a dit sur un ton de bonne humeur, avec son aisance habituelle, en regardant alternativement Begona et Isidro pendant qu'il le disait. Remedio a souri, Valentin a légèrement levé son verre en signe d'accord, et Isidro a pris une gorgée de vin. Le moment de danger est venu pendant le dîner, avant même que quoi que ce soit n'ait commencé. Ils étaient assis à table, servant le premier plat, quand Oscar a jeté un coup d'œil vers le bureau, dont Isidro avait laissé la porte entr'ouverte. Ce n'était pas un long regard, c'était un rapide coup d'œil d'une seconde, du genre qu'on fait sans s'en rendre compte quand quelque chose attire notre attention périphérique. Mais Isidro l'a attrapé, parce qu'il était entraîné depuis des semaines à attraper exactement ce genre de détails. Oscar avait vu le dossier sur le bureau. Il ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était un dossier gris identique à ses dossiers de travail, sans identifiant visible de loin. Mais quelque chose dans la position d'Isidro au bureau ce matin-là, quelque chose que peut-être Oscar avait entrevu en passant par le couloir pour aller aux toilettes avant de s'asseoir à table, avait fait que son regard y était retourné une fraction de seconde. Isidro s'est levé calmement, est allé au bureau, a verrouillé la porte de l'extérieur, chose qu'il faisait habituellement quand il avait des documents de travail qu'il ne voulait pas mélanger avec l'ambiance domestique. Il est retourné à table. « Des choses du bureau que je n'ai pas fini de ranger », a-t-il dit, ne s'adressant à personne en particulier, en se rasseyant. Oscar a hoché la tête, et a repris ce qu'il disait. Personne n'a rien dit, personne n'a rien demandé. Le dîner a progressé, les plats ont été servis et débarrassés. Le vin des Oscars s'est avéré bien choisi, comme presque toujours quand il choisissait. Le gâteau de Remedio a été coupé avec le dessert,
Valentin a raconté une anecdote du palais de justice qui a fait rire tout le monde, sauf Isidro, qui a souri au moment opportun. Quand les plats ont été débarrassés et le café servi, Isidro s'est levé de table, est allé au bureau, a déverrouillé la porte, a pris le dossier gris, a pris l'enveloppe, est retourné à la salle à manger, et les a laissés sur la table à côté des tasses. Personne n'a parlé pendant une seconde. Begona a regardé le dossier, puis Isidro. Oscar a regardé le dossier, puis Begona. Remedio avait ses mains autour de sa tasse, et regardait son frère avec une expression qui n'était pas de la surprise. Isidro s'est assis, il a posé ses mains sur le dossier sans encore l'ouvrir, et a dit d'une voix calme, sans température, de quelqu'un qui a ouvert des dossiers pendant des décennies devant des gens qui savent que l'heure est venue, je veux que vous voyiez quelque chose. Personne n'a touché aux tasses de café. Isidro a ouvert le dossier, avec le même calme avec lequel il aurait ouvert n'importe quel dossier sur son bureau à la délégation. Sans hâte, sans gesticulation, sans aucun changement dans la température de sa voix. Il a sorti la première feuille, et l'a placée devant Begona. Puis il a sorti une copie identique, et l'a laissée devant Oscar. Valentin avait déjà la sienne à la main, qu'il avait sortie de l'intérieur de sa veste, au moment où Isidro s'était levé pour aller chercher le dossier. C'était le résumé des mouvements du compte joint, 22 mois de virements périodiques vers le compte de destination, marqué de cercles au stylo, avec la somme totale à la dernière ligne, 7 840 €. Begona a regardé le papier, elle n'a encore rien dit. Isidro a placé la deuxième feuille, la fiche commerciale de la première société à responsabilité limitée, avec le nom de Begona Salcedo Prada dans le champ du propriétaire, la date de constitution, le domicile fiscal, et la description de l'actif principal, l'appartement de Delicia. C'est alors que Begona a parlé. Elle l'a fait d'une voix qu'Isidro ne lui avait jamais entendue auparavant, ni plus haute ni plus basse que d'habitude, mais avec quelque chose de différent dans l'articulation, comme si chaque mot était calculé en temps réel à mesure qu'il sortait. Ça a une explication, a-t-elle dit. Isidro a hoché la tête. J'écoute. Silence. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui cherche des mots, c'était le silence de quelqu'un qui vient de comprendre que les mots qu'il avait préparés ne suffisent pas à couvrir ce qui est sur la table. Isidro a placé la troisième feuille sans attendre, la fiche de la deuxième société, liée à la première par la participation indirecte que Fabian avait mis 4 jours à tracer. Le local commercial, le compte dans l'autre entité, le solde vérifié. Oscar regardait le papier devant lui depuis le début, sans parler. Il avait les mains sur la table, plate, immobile, avec cette immobilité de quelqu'un qui a cessé de calculer, et qui attend simplement que quelque chose lui dise quoi faire. Isidro l'a regardé directement, pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Son frère a soutenu son regard 2 secondes, puis a baissé les yeux. C'est Oscar qui a parlé, avant qu'Isidro n'ait fini de placer le document suivant. Isidro, juste ça, juste son nom, d'une voix qui était la moitié du volume habituel, comme s'il avait dépensé le reste ailleurs. Et Isidro n'a pas répondu. Il a sorti les photographies. Les 8, par ordre chronologique, avec la date et l'heure en marge inférieure. Il les a distribuées sur la table, avec la précision de quelqu'un qui a imaginé ce mouvement exact pendant des semaines. Terrasse de bar, parking de centre commercial, entrée de l'immeuble de Delicia. Les 8 rencontres en 16 jours, documentées par Fabian Ladron de Torres, avec nom, prénom et numéro de licence de détective privé au bas de la dernière feuille. Begona a détourné les yeux des photographies, son regard dirigé vers la fenêtre de la salle à manger, comme si l'extérieur de cette nuit d'hiver lui offrait quelque chose à quoi se raccrocher. Elle avait les mains croisées sur ses genoux, hors de la vue de la table. Remedio, assise à l'autre bout, n'avait rien dit depuis le début. Elle avait sa tasse de café entre les mains, maintenant froide, et regardait son frère avec une expression qui n'était ni de la surprise, ni du jugement. C'était de la reconnaissance, le visage de quelqu'un qui attendait que quelqu'un d'autre voie aussi, ce qu'elle avait pressenti de loin depuis longtemps. Valentin avait son stylo sur le bloc. Il n'était pas intervenu non plus. Sa présence était exactement ce dont Isidro avait eu besoin, celle de quelqu'un avec une autorité professionnelle, qui n'a pas besoin de parler pour que tout le monde dans la pièce sache ce qu'il représente. C'est à ce moment-là, alors qu'Isidro s'apprêtait à sortir la clé USB avec les images supplémentaires de Fabian, que ce qu'il n'avait pas prévu avec exactitude, bien qu'avec approximation, s'est produit. Oscar s'est penché en avant, a posé ses coudes sur la table, et a mis ses mains sur son visage. Il n'a pas pleuré, du moins pas avec du son. Il est resté comme ça, le visage couvert,
pendant plusieurs secondes qui sont devenues très longues dans la salle à manger. Quand il a de nouveau baissé les mains, ses yeux étaient rouges, et il avait une expression qu'Isidro ne lui avait jamais vue, celle de quelqu'un qui n'a aucun argument disponible, et le sait. L'intention n'était pas que ça en arrivât, a-t-il commencé. Ne me dis pas quelle était l'intention, a dit Isidro calmement, sans dureté inutile, mais sans laisser de place à aucune autre direction. Dis-moi quand ça a commencé. Long silence. Il y a 2 ans, a dit Oscar à voix basse, en regardant la table. Un peu plus. 2 ans. 22 mois de relevé. Les chiffres collaient, ils collaient toujours quand quelqu'un disait la vérité pour la première fois. C'est ici qu'Isidro s'est arrêté. Il a posé ses mains sur la table, lentement, et a baissé la tête pendant 10 secondes sans rien dire. Ce n'était pas un geste dramatique, c'était quelque chose de plus proche du poids d'une reconnaissance qu'il avait contenue pendant des semaines, et qui, à ce moment-là, pour la première fois, pouvait être déposée quelque part en dehors de son corps. La pièce était silencieuse, le seul son était le chauffage de l'immeuble. Ce grondement sourd de tuyaux et divers qu'on n'entend pas normalement, parce qu'il y a trop d'autres choses. Puis il a relevé la tête, et a continué. Il a sorti la clé USB, l'a connectée à l'ordinateur portable qu'il avait placé au bout de la table avant que quiconque n'arrive. Il a tourné l'écran, les images de Fabian en séquence, avec les métadonnées de date et de lieu visibles. Begona ne les a pas regardées, Oscar les a regardées une fois et a détourné les yeux. Isidro a fermé l'ordinateur portable. Il y a 3 choses que je veux que vous sachiez avant que quiconque ne dise autre chose. Il les a regardées tous les deux. D'abord Begona, qui était toujours les yeux vers la fenêtre, puis Oscar, qui regardait un point indéterminé sur la table. La première, il a sorti une feuille du côté du dossier, et l'a laissée devant Begona. C'était l'entête de la procédure de divorce contentieux que Valentin avait préparée. Valentin la présentera la semaine prochaine. L'argument de dilapidation des fonds communs est documenté avec tout ce que vous avez vu sur cette table. Ce n'est pas une procédure qui va être rapide, mais c'est une procédure qui est déjà en cours, et que je ne vais pas retirer. Begona a baissé les yeux vers le papier, l'a lu, n'a rien dit. La deuxième, il a sorti une autre feuille, celle-ci adressée à Oscar. C'était une lettre formelle, rédigée avec la précision d'un document commercial, à en tête de Valentin, communiquant le retrait d'Isidro Cabrera Montoya comme garant et caution de l'entreprise, Reforma Cabrera Montoya SL, avec effet dans 30 jours calendaires à compter de la date de réception. Tu as 1 mois pour remplacer la garantie. Pas un jour de plus. Valentin a vérifié que la procédure est légale, et que tu peux trouver des alternatives si tu la gères à temps. Le mois commence quand tu signes l'accusé de réception de cette lettre que tu emportes aujourd'hui. Oscar a pris le papier, l'a regardé un moment. Ses mains n'étaient pas immobiles. Et Isidro a continué. La troisième, il a fait une brève pause. Il y a quelque chose dans ce dossier que vous avez vu et que je n'ai pas encore expliqué. Je veux l'expliquer maintenant. Il a sorti les 4 feuilles des relevés avec les cercles au stylo, et les a placées au centre de la table, entre les deux. La veste grise, que Begona a dit avoir rendue à ton appartement, a-t-il dit à Oscar, sans encore le regarder, s'adressant à la feuille. Elle était sur la chaise de ton salon, le jour où je suis allé chez toi. La même qui manquait du porte-manteau du hall depuis des mois. Parce qu'elle n'en est jamais partie. Begona ne l'a pas rendue. Ce détail n'a d'importance que parce qu'il confirme depuis combien de temps cet accès normalisé entre vous deux durait. Oscar n'a pas répondu. Le double de la clé de ton appartement, a continué Isidro, celle que je gardais dans le tiroir du couloir depuis 2009. Elle a disparu il y a environ 1 an. Remedio, tu te souviens que tu m'as mentionné quelque chose il y a quelques mois. Remedio a laissé la tasse sur la table. Elle a parlé pour la première fois depuis que tout avait commencé. Je l'ai vue avec une clé que je n'ai pas reconnue, quand elle est venue chercher des choses à toi que tu lui avais demandé de garder. Je ne lui ai rien demandé, parce que ce n'était pas ma place, mais je m'en souviens. Begona a fermé les yeux une seconde, quand elle les a rouverts, elle regardait toujours la fenêtre. Cette clé ne s'est pas perdue, a dit Isidro. Elle lui a donné libre accès à un endroit que je croyais être exclusivement de ma confiance. Ça aussi, c'est dans le rapport. Puis il a regardé Begona directement. Il y a quelque chose que tu as dit lors d'un dîner il y a un certain temps. Que les gens qui sont vraiment présents quand on en a besoin, sont ceux qu'on n'oublie jamais. Il a fait une pause. À ce moment-là,
J'ai cru que tu parlais de moi, que tu me disais ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ce n'était pas à moi que tu te référais. Begona n'a pas répondu. Elle avait la mâchoire serrée, et les yeux fixés sur un point qui n'était aucune des personnes à cette table. Et le nom enregistré dans ton téléphone comme Rossio, Academy, a dit Isidro, sans attitude, comme quelqu'un qui lit une donnée d'un registre. Fabian a identifié ce numéro. Ce n'est pas une camarade de Pilate, c'est le numéro depuis lequel Oscar envoyait des messages quand il utilisait le téléphone de l'entreprise. Vous l'avez vu dans le rapport. Silence complet. Le chauffage, le son sourd des tuyaux. Rien d'autre. Begona a finalement parlé, avec la voix de quelqu'un qui a épuisé les positions disponibles, et choisi la seule qui reste. Je ne vais rien signer ce soir. Je ne te demande pas de signer quoi que ce soit ce soir, a répondu Isidro. Je t'informe de ce qui est déjà en marche. Ce que tu signes ou ne signes pas, c'est entre toi et Valentin à partir de la semaine prochaine. Valentin a hoché la tête une fois de son côté de la table. Oscar avait toujours la lettre sur le retrait de la garantie. Il l'a laissée sur la table, avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet qui pouvait se casser si on ne le manipulait pas bien. Puis il a dit, d'une voix complètement différente de celle du début de la nuit, sans le volume ni la fluidité habituelle. Isidro, je sais qu'il n'y a rien que je puisse, Isidro l'a coupé, doucement, sans violence, avec la fermeté d'une porte qui se ferme. Pas ce soir. Et probablement pas un autre non plus. Oscar n'a pas fini la phrase. Ce qui s'est passé ensuite a duré peut-être 20 minutes. Begona a pris son sac à main du dossier de la chaise, avec des mouvements lents, et est allé dans la chambre sans rien dire à personne. Valentin a rassemblé ses papiers, a brièvement serré le bras d'Isidro en se levant, et a dit au revoir à Remedio d'un geste contenu avant de partir. Remedio est restée à table jusqu'à ce qu'elle entende la porte d'entrée se fermer. Puis elle s'est levée, est allée là où était son frère, et lui a posé une main sur l'épaule, sans rien dire. Isidro l'a laissé faire un moment, puis a hoché la tête. Oscar a été le dernier à partir. Il a pris la lettre de la garantie, l'a mise dans la poche intérieure de sa veste. À la porte, il s'est arrêté, la main sur le cadre, et s'est tourné vers Isidro. Il n'a rien dit, Isidro non plus. Ils se sont regardés pendant 2 ou 3 secondes, qui contenaient 30 ans de ce qui avait existé avant, et de ce qui ne pouvait plus être. Puis Oscar a baissé les yeux, et est parti. Et Isidro a fermé la porte. Il est resté dans le couloir, la main encore sur la poignée, un moment. L'appartement était silencieux, la vaisselle des grandes occasions était toujours sur la table de la salle à manger. Le gâteau de Remedio à moitié mangé, les tasses de café froides. Il est allé à la salle à manger, a rassemblé les papiers dans l'ordre, les a remis dans le dossier, a fermé les 2 anneaux, a pris la clé USB, et l'a mise dans sa poche. Il a commencé à débarrasser les tasses. L'enveloppe était toujours appuyée contre le côté du moniteur, dans le bureau où il l'avait laissée avant de commencer. Et Isidro l'a vu en passant par le couloir avec les assiettes. Il s'est arrêté, l'a prise, l'a emportée à la salle à manger. Il l'a laissée sur la table débarrassée, au centre, là où un moment auparavant avaient été les documents. Il l'a regardée un moment. Cette enveloppe, qu'il avait portée sur le siège passager de sa voiture un jeudi après-midi, avec l'intention que ce soit la meilleure nouvelle que Oscar entendrait depuis longtemps. La résolution de la mutation à Madrid, le poste que lui-même l'avait encouragé à tenter il y a 4 ans, dans un bar, avec une bière et cette franchise qui maintenant Isidro ne savait placer nulle part qui ait du sens. Il l'avait gardée sans l'ouvrir, il l'avait emportée à la table ce soir-là. À côté du dossier, appuyé contre le moniteur du bureau, sans que personne ne demande ce que c'était. Et à la fin de la nuit, quand tout le monde était parti, elle était toujours fermée. Isidro l'a prise, l'a tournée dans ses mains une fois, et l'a de nouveau laissée sur la table. Il n'allait pas l'ouvrir, ni ici, ni ce soir. Pas dans cette salle à manger, avec la vaisselle débarrassée et l'odeur du dîner qui flottait encore entre les chaises. Cette lettre avait cessé d'être une nouvelle à partager, au moment où celui qui aurait dû l'entendre en premier a prouvé que depuis des années, il était une personne complètement différente de celle qu'il croyait connaître. La mutation à Madrid était toujours d'actualité, le poste était à lui s'il le voulait, et il le voulait. Mais pour des raisons différentes maintenant, plus simples et plus honnêtes qu'auparavant. Parce que c'était un travail qu'il avait gagné, parce que c'était la prochaine étape. Parce que la vie qu'il allait avoir à partir de cette nuit-là, allait être construite sur ce que lui-même choisirait, et non sur ce qu'on lui avait fait croire que c'était.
7 jours plus tard, depuis son téléphone personnel, Isidro a envoyé un message à Oscar. Sans en-tête, sans son nom à la fin. 4 lignes. Le délai pour remplacer la garantie expire à la date indiquée dans la lettre. Il n'y aura pas de prolongation. Valentin peut t'orienter sur les démarches si tu en as besoin. Ne me cherche pas pour une autre conversation. Il n'y a pas eu de réponse ce soir-là, ni le lendemain. Le 3e jour, un message d'une seule ligne est arrivé, qui disait qu'il avait compris. Isidro l'a lu, a fermé la conversation, et ne l'a plus rouverte. Avec Begona, le processus a été long et technique, comme le sont les processus longs et techniques. Des réunions avec des avocats, des documents croisés, des délais qui ont été respectés, et des délais qui ont été négociés. Valentin a géré chaque étape avec la solidité de quelqu'un qui connaît le terrain, et qui sait que la documentation qu'il a est suffisante. L'argument de dilapidation a prospéré dans les termes qu'il avait prévus. Ce n'était pas une victoire nette, parce que ces choses n'existent pas, c'était un résultat proportionnel au préjudice démontré. Et c'était la seule chose qu'Isidro avait demandé. Remedio a appelé 3 semaines plus tard. Elle lui a demandé comment il allait. Il lui a dit la vérité, qu'il allait bien, que c'était un nouveau type de bien qu'il était encore en train d'apprendre à reconnaître, mais que c'était bien. Elle a dit que c'était suffisant pour l'instant, que quand il arriverait à Madrid, de le lui faire savoir. Que Palencia n'était pas si loin. Il a finalement ouvert l'enveloppe un dimanche après-midi, seul dans l'appartement, un café à la main. Il a lu toute la résolution du début à la fin, y compris l'annexe qu'il n'avait pas fini de lire la première fois. Il a plié le papier avec soin, l'a remis dans l'enveloppe, et l'a mis dans le tiroir du bureau où il gardait les choses qui comptaient. Il y avait des choses qui ne pouvaient pas être récupérées. Les 30 ans de code dans le couloir, les 8 minutes de discours improvisés à un mariage d'octobre, les 2 heures sur le bas-côté de la Nationale avec Evaristo l'encyclopédiste et Consuelo, celle qui n'arrivait jamais. Ces choses étaient parties, et aucun résultat juridique, aucun dossier parfaitement ordonné, aucun poste à Madrid n'allait les lui ramener. Mais Isidro Cabrera Montoya, inspecteur des impôts, 52 ans, avait appris depuis son plus jeune âge que les chiffres ne mentent pas, si on sait les lire. Et les siens, ce dimanche après-midi, avec le café et l'enveloppe enfin ouverte sur la table, disaient ce qui suit, qu'il était toujours debout, que ce qu'il avait construit avec ses mains et sa tête était toujours à lui, et que le prochain chapitre n'avait encore le nom de personne décrit dessus. C'était suffisant pour commencer.